Bienvenue, bienheureux. Aujourd'hui, nous danserons sur le sentier socratique où chaque question est une flamme qui déchire le voile des certitudes. Nous chercherons la vérité qui murmure dans le cœur entrelacé au divin. Mais je vous le dis, amis, prudence, car dans ce voyage, nous affronterons le souffle glacial du nihilisme. Pourtant, nous poursuivrons l'étincelle de l'âme immortelle avec un humour sagace et une profondeur jamais vue. Nous serons guidés par la voix de Yuri Vieira, mais aussi par sa plume, car il écrit des histoires qui résonnent dans l'éternité. Alors préparez-vous à un festin d'idées, de rires, d'audace, en présentant aussi son dernier livre, mais je ne traduirai pas parce que c'est amusant, Pinto Grange, l'ingénuité et la sagesse de ce docteur João Pinto Grange. Ça va Yuri? Ça va très bien, c'est un plaisir, content d'être ici. Merci à toi, c'est un plaisir de te recevoir. Moi, je t'ai connu grâce à Kim Paim, avec qui j'ai déjà fait un entretien. Et Kim m'a parlé de toi, je suivais les vidéos d'Olaf du Carvalho en 2017-2018, pas depuis aussi longtemps que toi. Et je me suis aperçu que bien avant le programme True Outspeak d'Olavo, tu le suivais. Tu faisais des vidéos avec lui, tu le connais depuis combien de temps? C'était dans la maison de Hilda, l'écrivain que tu l'as rencontré? Oui, alors j'habitais avec Hilda East, l'écrivain Hilda East, et je commente même dans le livre. Ce livre s'appelle L'exorciste dans la maison du soleil. J'ai vécu 2 ans, j'ai mis Internet, son site Internet en ligne. C'était en 1999 et c'est à la même époque que j'ai découvert tout d'abord sur Internet Olavo du Carvalho. Mais il y a une anecdote amusante à raconter parce que j'allais voir une pièce de théâtre dans la ville de São Paulo, c'est le Théâtre Officine, la pièce de théâtre Euripide, qui est connue aussi sous le nom des Bacchantes, qui sont les suiveuses de Dionysos, et il y avait cette adaptation de Zé Celso. Je raconte l'histoire tout entière de comment j'ai rencontré Olavo, ok? Pas de problème, vas-y. Et il y a un moment où certains du public sont conviés sur scène, et donc une fille me pousse sur la scène, à aller sur la scène. Ma copine ne comprenait pas, mais pourquoi cette fille te pousse sur la scène? Mais moi, je connaissais déjà cette pièce, je savais qu'il conviait certaines personnes à aller sur la scène. Et dans ces montages modernes de Zé Celso, qui est José Celso Martinez Correa, il y avait ce rôle des emmerdeurs, entre guillemets, qui est une adaptation moderne. Et donc les bacchantes de Dionysos emmènent sur la scène certains spectateurs du théâtre. C'est un truc dingue moderniste qu'il a l'habitude de faire. Et donc ma copine aussi ne comprenait pas, me disait mais pourquoi cette fille t'emmène là sur la scène? Qu'est-ce qui se passe? Et cette fille aussi s'est jetée sur moi sur la scène. Elle m'a même fait tomber hein, sur le sol. Et donc cette fille appelée Bacchante de Dionysos a retiré mes lunettes, hein, les a mis dans un sac à dos. Elle m'a poussé la tête comme ça, pour ensuite feindre que je lui tétais le sein auquel m'allaitait. C'est la scène où les Bacchantes de Dionysos vont attaquer tout le monde. Ok alors. Et ce que je dis va faire sens, tu vas voir, avec Dionysos et ses significations, parlant d'art. Je discute de ça avec un ami ensuite, et il me dit, ah, ils ont fait ça aussi avec l'artiste Caetano Veloso qui était au théâtre. Et le journal Folha de São Paulo avait relaté le cas une semaine avant. Et ça, si je me rappelle bien, c'était en 97, 98, 1997, 1998. Et cette histoire va faire sens parce que j'ai recherché ce qui avait été dit sur Caetano Veloso à l'époque. Et je tombe sur quelqu'un qui s'appelle Olavo du Carvalho et qui dit que celui qui prête attention ou donne de la valeur aux opinions de ce chanteur, compositeur, musicien Caetano Veloso, celui qui donne de la valeur à ça est comme à l'époque de saint Thomas d'Aquin, quelqu'un qui va demander une question théologique à un clown, bien envoyé contre ces célébrités qui ont des opinions sur tout et qui ne savent rien. Et donc j'ai recherché qui est cet Olavo du Carvalho. J'ai donc cherché les écrits d'Olavo du Carvalho. Il écrivait à l'époque dans la revue Bravo. Et il y avait aussi son site internet où il y avait différents articles. Et on a commencé une correspondance où je lui ai envoyé des chapitres de mon livre aussi. Et il a fait l'éloge de certains de mes chapitres. Pour toi, quel est le meilleur livre d'Olavo? C'est L'imbécile collectif? Ou La nouvelle ère et la révolution culturelle? Oh.
Ah, il y en a tellement parce que ce sont des thématiques différentes, ce sont différentes facettes, oui, mais ils ont aussi édité différents articles, hein, et en réunissant ces articles, j'ai vu qu'il y a plus de 60 livres, plus de 60 livres d'Olavo sur Amazon, en regroupant ces articles. Donc, il y a beaucoup de livres avec les compilations de ces articles aussi. J'aime bien son livre Le minimum à savoir pour ne pas être un idiot. Et justement, il me cite en disant que les journalistes ne savent plus écrire et que moi, il me donnait en exemple, je savais écrire très bien. Voilà, j'étais content. Il me donnait en exemple face à ces journalistes qui écrivaient mal, moi, j'étais un exemple de bien écrire. Et c'est un honneur, et c'est dans le livre Le minimum à savoir pour ne pas être un idiot. Et donc c'était un honneur, mais si je me rappelle aussi dans son séminaire de philosophie, dans son cours de philosophie, il explique les quatre théories du discours d'Aristote. Mais on va en parler plus loin dans la discussion. Il m'a donné aussi le livre sur Machiavel qu'il a écrit, et c'est intéressant, il faut le partager avec les spectateurs. Bien sûr, il y a le livre La Nouvelle Ère et la Révolution culturelle qui éclaire notre époque et ce marxisme culturel. Donc, il y a énormément de livres qui sont comme des coups de massue dans notre tête pour nous réveiller. C'est sûr, moi ce qui m'a marqué récemment, c'est une émission qu'il a fait avec toi sur ta chaîne YouTube sur la religion, où Olavo Di Carvalho parle avec toi et Olivier, là, justement, sur la religion. Alors il y a la partie A et la partie B, ce sont deux vidéos. Bien sûr, il parle aussi dans son cours de philosophie beaucoup du divin et de la transcendance, mais dans cette vidéo, il est vraiment très didactique et pédagogique et j'en ferai la transcription et un article et une autre vidéo parce qu'elle est très belle. Voilà. C'est juste un petit moment pub pour un article à venir sur la transcendance et le divin. Voilà. Bon, commençons à poser la première question, Yuri. On y va. Tu as l'habitude de dire que narrer est humain, la narration est humaine. Est-ce que l'être humain fait cela pour donner un sens à sa vie? Ou alors peut-être que les mots cherchent à exprimer le dépassement? Est-ce que narrer aussi, c'est partager? Partager un imaginaire collectif, partager des mémoires. Et comme le disait Aristote, l'intelligence ne s'exerce pas directement sur les données brutes des sens, mais sur les formes ordonnées et conservées dans la mémoire. Et donc cette mémoire, bien plus que les livres d'histoire, c'est la haute culture, le réservoir vivant de la vie commune, où s'entrelacent les récits, les symboles et les combats d'une nation. Qu'est-ce que la narration pour toi? Et notre imaginaire collectif, cette mémoire, bien sûr, est influencée par les films, les récits, les écritures diverses et variées, les formes d'art, la haute culture. Qu'est-ce que narrer pour toi? Il y a une chronique que j'avais écrite, je crois que ça s'appelle le Rolex du téléphone, où j'explique un petit peu plus, mais c'était un peu une blague au départ. Et il y a un jeu de mots en portugais, on a l'habitude de dire se tromper, c'est humain, c'est en portugais. Et moi, je l'ai changé pour dire narrer, c'est humain, parce que narrer, c'est une façon de chercher un sens aux événements. Il se passe énormément de choses dans notre vie et on comprend seulement où ça nous amène, quel est le sens, où on va, pourquoi, quand on raconte en fait ce qui nous arrive et quand on raconte aux autres. Je pense que ça commence comme ça. Je me rappelle du livre L'origine du langage de Constantino Noïka. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, où il explique justement que dans toutes les langues, les verbes les plus anciens sont les verbes à l'impératif, ce qui donne un commando en fait. Donc c'est une commande, hein, un commando si vous voulez. Donc la langue commençait comme ça, avec une personne qui disait à un autre, ah va chercher de l'eau. Donc c'était une action, voilà, plutôt qu'une commande, une action. Regarde si l'ennemi n'est pas de ce côté-là, de l'autre côté de la montagne. Et donc narrer, c'était cela, ce narratif. La narrative, c'est ensuite la réaction de cela, parce elle revenait, elle expliquait, par celui qui avait donné la commande, l'ordre, elle lui expliquait. Ça a à voir aussi avec la question de l'ordre, c'est du pouvoir, c'est important parce que la narrative, en fait, c'est une réponse à une commande, en fait.
on a donné un ordre à quelqu'un et il va détailler ce qu'il a fait avec cet ordre, l'expliquer. Il y a toujours ces deux pôles. Un ordre, c'est une demande en fait aussi, hein. Et donc la réponse à un ordre va être un narratif. La personne explique pourquoi elle est allée chercher de l'eau et ne l'a pas trouvée, elle explique, le fleuve était sec, on est dans une période sèche, il explique, il est allé à tel endroit, blablabla, il explique. Donc c'est les deux façons qui expliquent comment la langue a commencé. Un ordre et une demande, et puis ensuite la narrative qui est la réponse à cet ordre. Mais moi, j'aime le mettre de cette manière. Quelqu'un donne un ordre à votre propre vie, dans le sens biographique, parce qu'on a l'habitude de raconter notre propre histoire. Et avec le passage de l'âge, on commence à avoir une notion de notre identité. Et c'est toujours à travers un narratif, hein. Donc c'est ce que je pense. Voilà. Je peux rentrer plus profondément dans la question. C'est comme si la condition humaine serait de questionner. Et la narration, le fait de narrer, ce narratif, c'est aussi questionner de façon plus profonde comment on vit. Et on peut parler, par exemple, de Dostoïevski, que tu cites beaucoup aussi, sur cette notion d'immortalité de l'âme et comment cela guide la création littéraire. Tu parles, par exemple, du suicide logique et comment il faut parler de l'immortalité de l'âme pour donner du sens à la vie, sans tourner en rond. Comment, justement, cette philosophie, elle va définir tes personnages, parce que toi, dans tes écritures, c'est souvent une bataille entre l'absurde et la recherche pour la transcendance. C'est un point sur lequel je discutais beaucoup avec Olavo de Carvalho, et Dostoïevski aussi explique beaucoup cela. On n'a pas une vision complète de la réalité si on ne part pas de cette base infinie que notre vie ne termine pas lorsqu'on meurt. Et donc il faut avoir une vision du temps, bien sûr, de la manière correcte. Par exemple, si vous regardez dans Crime et Châtiment, Dostoïevski va narrer comment la personne devient un assassin, mais sans la juger. Il entre dans la tête de la personne, il trouve plein de justificatifs pour cet assassinat, et on comprend en suivant l'histoire du livre que Dostoïevski il parle à partir de l'immortalité, tu vois. C'est un livre qui devrait s'appeler Crime, Châtiment et Rédemption, parce que c'est une rédemption du personnage au final. Maintenant, il y a un psychologue, je crois, qui a été dans un camp de concentration, j'ai oublié son nom, L'homme en recherche de sens. Je ne sais pas si tu connais. Non, il parle des camps de concentration et il explique que celui qui ne trouvait pas un sens à sa vie mourait plus vite, hein. Il devenait malade et il ne survivait pas. Et je vais m'en rappeler, il faut que je fasse un prompt pour me rappeler. Oui, moi aussi, souvent, je cite des auteurs et je ne me rappelle pas, ça arrive, mais c'est pas grave. Le grand sens de la vie, c'est l'immortalité même. Même si vous avez des circonstances qui sont déprimantes, si vous n'avez pas cette perspective immortelle, vous arrêtez, vous abandonnez. Mais en même temps, je vois que il y a toujours ce sens de toute façon plus universel, qu'on a une âme immortelle, on a une vocation, on a une voix, on a une contribution à faire. Donc, en même temps, c'est quelque chose de personnel aussi, et pas seulement pour écrire, mais de la façon dont on parle, dont on a juste une vocation. Et donc, avoir la vocation, le sens de la vie, cette immortalité, et l'histoire de Jésus, je suis le chemin, le sens, hein, et il nous offre la vie éternelle. Donc, ce sont des principes essentiels. Et maintenant, c'est difficile de mettre ça en littérature, oui, parce qu'il faut faire attention pour ne pas être, ne pas devenir un pasteur aussi, hein. Il faut faire attention à ne pas tomber dans ce discours.
Il faut faire comme Dostoïevski le faisait, il faut rentrer dans la tête des personnes, voir de la façon dont ils pensent, et puis ouvrir leurs pensées qui étaient fermées pour s'ouvrir vers la transcendance et l'immortalité. Donc pour moi, ça a été un problème au départ parce que Balzac, les livres qu'il écrivait, par exemple Séraphite, oui, c'est ça, voilà. Il avait quelque chose un peu de mystique pour écrire cela au début. Après, il a dit qu'il non, il devait faire une narration, narrer comme c'est, narrer sans transformer. Ces personnages, ils ne voient pas la transcendance, ils agissent comme ça. Mais moi, je vois d'au-dessus, je vois ce qu'ils sont en train de faire. J'observe ce qu'ils font. Et donc, il a réussi à raconter cette comédie humaine à partir comme un pasteur hein, mystique dans ce Séraphite. Et puis, il est, euh, il a vu la propre réalité, mais il y a cette question d'entrer dans la tête des personnages, de sens de la vie, hein, de l'immortalité. Et ça doit être derrière, en fait, celui qui fait la narration. Ça doit être derrière, pas forcément dans la bouche des personnages qui vont prêcher, mais derrière. La littérature, c'est une façon. C'est quoi, en fait, la matière de la littérature? Je discutais avec Olavo, c'est pas seulement les lettres, c'est la transfiguration de l'expérience humaine. Parce que le cinéma aussi fait cette transfiguration de l'expérience humaine, une transformation du symbole en fait. Mais dans le cinéma, vous ne rentrez pas dans la tête des gens comme vous entrez dans la littérature. Vous voyez du dessus. C'est très proche, hein, c'est très explicite. Le cinéma, c'est explicite, c'est visuel, mais vous ne rentrez pas tant profondément dans les pensées des personnes comme la littérature peut pénétrer. Et donc, dans la littérature, cette transfiguration de l'expérience humaine en symbole est beaucoup plus forte. Et l'expérience humaine, elle s'exprime à travers le narratif. Oui, oui, c'est exactement ça. Dostoïevski, il dit que sans l'immortalité de l'âme, l'amour à l'humanité devient la haine. Qu'est-ce que la littérature peut faire pour restaurer cet amour dans notre société divisée? Oui, exactement. Je crois que c'est ça la question, de partager l'expérience de l'autre. Il faut créer une empathie, il faut avoir cette empathie, parce que par exemple, comme le livre que Olavo citait de l'assassin de Trotsky, j'ai oublié à nouveau son nom. À chaque fois que je fais un entretien, j'oublie le nom de tout le monde. Mais bon, c'est celui qui a écrit le narratif de l'assassin de Trotsky. La narrative, c'est comme si c'était une histoire de Hitchcock, tu sais, un montage parallèle. Tu vas de Trotsky, ensuite tu vois un assassin. Chacun voit une situation différente, et puis ensuite tu trouves la tête. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des deux? Il y a une empathie pour les deux, en fait. Donc Trotsky, c'est un enfoiré, entre guillemets, oui. Bon, c'était un amant de Staline, etc. Mais il faut voir la réalité, leur vision, en fait, sans jugement, la vision des deux. Du coup, tu as une empathie comme être humain. De toute façon, ce sont des êtres humains. Et ça te permet de comprendre l'autre. Même un bandit, hein, vous arrivez à le comprendre. Vous ne tolérez pas, vous ne justifiez pas, mais c'est juste pour comprendre quelles sont ses pensées, sa réalité, comment il résonne. Donc, quelle était la deuxième partie de ta question? Excuse-moi. Non, c'est ça. C'était comment restaurer cet amour, le fait de voir l'immortel dans l'autre, voir l'immortalité dans l'autre, voir que l'autre est une âme aussi. Euh, oui, c'est parce que Dostoïevski disait que la beauté va sauver le monde. Il faut regarder le paysage, une femme, et c'est ce qu'il voulait. C'est pas exactement ce qu'il disait, mais dans l'art, en fait, ce qu'il disait, c'est qu'il y a l'esthétique, la beauté, le narratif, principalement dans la nature, permet de donner cette empathie aux personnes. Et il faut même aimer notre ennemi, hein, comme Jésus le disait. Donc,
Bien sûr, vous n'allez pas justifier, toutes les bêtises qu'ils font, hein, toutes ces juges, par exemple, qui, libèrent, les prisonniers. Ça fait 12 fois, que le gars, commet un homicide et le libère à nouveau. Ils sont vraiment condescendants, ça, c'est pas l'amour. Heu, il faut pas, traiter, ces bandits avec une bonté, ça c'est de la corruption de l'esprit, hein, c'est comme les parents aujourd'hui, les enfants font des bêtises, à l'école, la professeure le remet en place l'élève et le père, au lieu de demander, des excuses, non, il est en colère contre la professeure et au lieu d'excuser, de donner une, de critiquer son fils, non, donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors la littérature, il faut pas faire des jugements a priori. Il faut, décrire les choses, comme on le voit qu'elles sont, sans les interpréter. Simplement décrire, sans parce que c'est tellement vaste cette discussion, ça englobe tellement il y a la question aussi des 4 discours d'Olavo de Carvalho. La première partie, il parle d'Aristote, hein, le discours poétique, l'imagination et vous n'acceptez pas le réel si vous pouvez en fait, il faut imaginer, une situation, en fait. Il faut lire beaucoup, c'est l'imaginaire qui est en premier lieu. Olavo de Carvalho disait qu'il fallait augmenter notre bagage d'expérience. On ne peut pas vivre toutes les expériences du monde. Il y a des gens qui vont chercher, tu sais, qui vont chasser les expériences. «Ah, je vais faire ça, ensuite je vais faire ça, dans ma vie» et avec toutes ces expériences, ils croient qu'ils vont devenir une personne, sage, tu sais? Ils ont plein d'expériences, mais ils lisent rien et vous prenez quelqu'un qui a lu 10 livres, il apprend beaucoup plus que quelqu'un qui a passé un mois en Chine, par exemple. Il y a, énormément de youtubeurs qui vont, voyager en Chine, ils font l'éloge ensuite de la Chine, c'est joli, c'est moderne, c'est propre, il y a pas de crime, ils voient seulement la présentation, qui est faite, mais ils ne voient pas derrière en profondeur, les mauvaises choses que fait le parti communiste. Derrière les villes fantômes vides, les camps de concentration, la censure, les personnes qui ont leur propriété privée prise pour, qu'un immeuble du gouvernement soit construit au-dessus ou un autre, projet immobilier, que le parti, croit qui est mieux que les petites maisons, donc voilà, bon. Bref, ces histoires, c'est beaucoup plus je les prends comme exemple parce que, les propres Chinois eux-mêmes racontent sur internet beaucoup de choses et ils n'ont pas la vraie réalité, donc c'est difficile. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut une bagage d'expérience avec des lectures qui est beaucoup plus grande pour, en termes de réflexion, que des bêtises, bien sûr, il faut lier les 2 choses. Moi, j'ai voyagé beaucoup aussi, mais avant de voyager, je veux lire aussi, je veux connaître, je veux, voir au-delà des clichés, en fait, pour avoir la partie, entière, pas juste filmer, comme une caméra fait, mais aussi rentrer plus, un peu comme la littérature, et comprendre la complexité, et pas seulement le cliché. Donc sur la question de l'amour, sans Dieu, il n'y a pas d'amour. Heu, alors en fait, il ne faut pas prêcher dans le livre, mais vous pouvez mettre un personnage qui prêche, comme les errements, Karamazov, que décrit Dostoïevski. Alors, il y a certains personnages, j'oublie à chaque fois le nom de la prononciation, c'est Zosima, je crois, mais il dit beaucoup de choses sur l'amour, sur le christianisme, sur Jésus. Donc lui, il prêche, hein, le personnage, arrive à critiquer. Il y a même des critiques, russes, hein, de l'école du formalisme, russe. J'avais étudié à l'université, j'avais des professeurs qui étaient marxistes aussi, mais bon, il y avait quand même des choses intéressantes, hein. Il parlait sur les romances, il donnait le nom de romances symphoniques, je crois que c'était symphonique ou polyphonique, polyphonique. Beaucoup de voix qui rentrent en choc, différentes perspectives et donc il y a un athée, il y avait un athée, il y avait un croyant, il y avait un nihiliste, il y avait un idéaliste et il les met tous ensemble pour se confronter et c'est le lecteur qui va, juger, par lui-même.
euh, il les laisse interagir tous ensemble, discuter. Et Dostoïevski, bien sûr qu'il a sa direction. Il connaît les différentes perspectives et il a la sienne aussi. Je ne sais pas si je suis sorti de la question. Non, non, c'est très ça. Je voulais parler de la bureaucratie. La bureaucratie a à voir un peu avec l'absurde de l'existence, hein, qui parle beaucoup de ce sujet-là. Cette tyrannie sans coupable, c'est Hannah Arendt. Je voulais savoir, moi, au niveau de la littérature, comment tu arrives à créer un narratif qui questionne la liberté individuelle. Qu'est-ce que la liberté individuelle pour toi, déjà en premier lieu? Qu'est-ce que la liberté de l'individu? Qu'est-ce que la liberté de l'individu? Je crois que je vais partir de Louis Lavelle, le philosophe français, la présence de l'être, oui, la présence de l'être. Oui, je crois que la plus grande liberté, si vous commencé par Louis Lavelle, c'est de compartilier, de partager hein, l'être. Le, vous avez la possibilité de dire oui, vous avez la conscience de l'être, oui. Cette liberté individuelle, c'est de reconnaître que la conscience humaine, lorsque vous êtes vraiment attentif, à un moment où vous êtes en contact entre l'individu et l'être, cette présence d'être ici, dans cet instant présent, c'est ce qui donne la liberté de savoir que vous n'êtes pas un autre. Donc, il explique très bien cette beauté de cette présence de l'être. Hein, et bon, mais il y a Mario Ferreira dos Santos. euh, il disait, c'est un philosophe brésilien qui disait que l'homme peut dire non à ses instincts, à ses instincts, alors que l'animal, il peut pas. L'animal, il est prisonnier de ses instincts. Euh, il doit le faire. Hein. Il y a une chienne qui passe, et le chien, hop, et il y va. C'est il ne peut pas dire non à son instinct. Hein. Il n'a pas cette liberté. L'être humain, en contact avec son être conscient, il peut dire non à ses impulsions. Alors, bien sûr, il y a les violeurs, des personnes qui agissent comme des animaux. Ils ne sont pas libres, ils sont prisonniers des instincts animaux, des pulsions. Donc, être libre, pour moi, c'est être ouvert à l'être, être conscient, être attentif, pouvoir dire non à tout ce qui est sous-humain, en fait, hein, ce qui n'est pas humain. Il faut avoir cette ouverture pour la transcendance. Voilà. Donc, bien sûr, c'est logique. Le violeur, il est humain, oui, mais il ne revient pas vers l'humanité. Il est devenu un animal. Donc, bon, je pense que j'ai répondu un petit peu à ta question, oui. C'était quoi la question? Oui, oui, c'était ça. C'était sur moi, je demande qu'est-ce que la liberté liberté individuelle et comment arriver à narrer cette liberté individuelle. Le contrat social, c'est en fait la guerre. En français, on dit votre liberté s'arrête où la mienne commence. Mais c'est faux, ça, parce que c'est une guerre du désir. C'est un rapport de force. C'est très limité de penser comme ça. Oui, c'est très pensé de penser comme ça. Mais la société moderne est comme ça. Oui, c'est la modernité des illuministes, des occultistes, oui, des pouvoirs obscurs qui règnent derrière. Mais tu as abordé la bureaucratie. Moi, je me rappelais du cours de philosophie d'Olave du Carvalho. Et en fait, la bureaucratie de l'État retire votre autonomie. Hein. Moi, j'étais par exemple dans l'aéroport récemment et c'était facile de résoudre le problème, mais non, ils m'ont demandé d'autres papiers. Il y avait une bureaucratie qui était vraiment folle et c'est devenu une confusion. C'était la police qui devait chercher un autre document, que je devais aller chercher dans un autre lieu. Donc l'État, en fait, il est entre tout ça et il va retirer, il mesure tout, c'est l'État qui va tout mesurer, il va retirer votre liberté, la liberté de l'autre, même les employés, eux aussi, n'ont plus de liberté, ils doivent suivre seulement les protocoles. Et donc, même ceux qui travaillent pour l'État sont considérés comme des machines et ça retire l'autonomie, autant la nôtre, autant des agents aussi étatiques. Et les entreprises aussi se soumettent à ça, hein, sinon elles payent des amendes, etc. Donc,
Ça, c'est vraiment une grande confusion, hein, aussi avec ces jugements arbitraires, qui ont lieu et qui sont décrits dans les livres de Solzhenitsyn, hein, Alexandre Solzhenitsyn. Vous prenez par exemple l'archipelage, Goulag et c'est tout décrit exactement, hein, c'est la même chose, de ce qui se passe ici, hein, et donc la sentence, en fait, la condamnation, elle est déjà prête, hein, ils ont juste besoin maintenant de justifier. Oui, et les preuves sont déjà, sont créées ensuite, sont inventées ensuite, ils s'en foutent de l'avocat de défense, hein, c'est comme Solzhenitsyn disait, ils ordonnent à la justice, en fait, c'est la bureaucratie. En France, il y a une phrase qui dit: «Oui, le média a déjà, le verdict, le média a donné le verdict et la justice va obéir». C'est l'inverse, en fait, oui. C'est ce qu'Olavo disait aussi, le média, la presse, il crée une sorte de «foi publique» entre guillemets, hein. C'est une base que la personne va utiliser pour croire ou non, sur ce qu'une autre personne va dire à partir de ce narratif qui a été créé par les médias sociaux. Donc c'est très dur de casser ce monopole qui existe encore des médias mainstream parce que, ils ont, une visibilité beaucoup plus grande, encore, même aujourd'hui et donc ils donnent, la «foi publique» entre guillemets. Par exemple, quand il y a eu l'histoire de Bolsonaro, on peut rentrer dans ce sujet-là, hein, oui, ce qu'il voulait faire, c'était tout prévu dans la constitution, hein, lui respectait tout ce qu'il y avait dans la constitution. Il n'a pas fait de coup d'État, hein. Il a pas fait de coup d'État du tout, il a respecté tout ce qu'il y avait dans la conclusion et ensuite il s'est renseigné, il a vu: «Non, mais ça va pas fonctionner» et puis, la communauté internationale, défendent, une gauche, soi-disant démocratique, social-démocratique, ce qui est ridicule, ce qui est pas du tout le cas. Lula est un corrompu, allié aux narcos, mais donc ils ont cette narrative de Bolsonaro qui serait un dictateur, mais ça ne prend plus. Mais la justice, de toute façon, ici, est révolutionnaire, hein, dans le sens que pour eux, le futur vaut beaucoup plus que le présent. Donc le futur utopique justifie une réalité, une réalité, terrible et une persécution, au nom d'un futur qui serait mieux. C'est une narrative totalement, renversée, une inversion, mais le média traditionnel, cette vieille média, globaliste, a toujours créé cette foi publique, mais cette foi publique commence à être un peu, bousculée, cassée, et il faut casser, oui, cette foi publique. Trump, par exemple, maintenant, il a plus de force aussi dans cette dernière élection et Trump, aidait aussi maintenant à cette liberté d'expression. Il a bien aidé dans cette liberté d'expression. On a eu les dénonciations de l'USAID, de la CIA aussi qui ont fraudé les élections de 2022 pour Lula, contre Bolsonaro et il y a Bernanos qui disait que la sécurité crée des esclaves. La sécurité crée des esclaves. Dans la géopolitique, la soumission à des élites, globales, à des élites globalistes, euh, les médias globalistes nous obligent à suivre les élites globales. En fait, ils nous font sacrifier les peuples, hein. Et au niveau, philosophique aussi, sacrifie notre liberté spirituelle pour suivre, un narratif de «progrès» entre guillemets. Je voulais voir comment, vous analysez cette sorte de fuite, hein, de notre individualité. On ne respecte plus notre individualité, on est obligé à suivre un narratif de «progrès» entre guillemets, mais en fait, c'est contre nous. Ce n'est pas un progrès, c'est l'inverse d'un progrès. Ça sacrifie les peuples, mais le peuple a peur, suit cette promesse de sécurité, mais il n'a plus ni au final ni la sécurité ni la liberté et devient esclave. C'est la question, on y revient à la liberté individuelle, c'est tout lié, mais il y a ce narratif de progrès qui est faux, qu'on suit, mais on est de plus en plus esclave. Le peuple est de plus en plus esclave, l'inflation augmente, tout est de plus en plus cher. Et donc c'est dur de vaincre cette narratif des médias globalistes, mais le peuple perçoit de plus en plus cela. Mais il y a cet esclavage moderne que je voulais commenter, avec toi. Et le rêve du progrès devient en fait un cauchemar, d'esclavage moderne.
C'est pour ça que je suis choqué, jusque maintenant avec cet assassinat de Charlie Kirk, hein, oui, moi aussi je suis choqué, je suis triste. Moi je suis depuis, des années, depuis 2018 je crois, je le suis et c'est pratiquement une attaque terroriste, hein. C'est l'objectif du terroriste, c'est de créer, la peur, la terreur. Oui, effectivement, il y a une méthode et maintenant les autres influenceurs ne veulent pas se risquer à faire des événements publics comme ça, ils vont avoir peur. Donc c'est vraiment du terrorisme. Oui, c'est un attentat terroriste, donc ils ont peur et moi, je me suis, maintenant j'ai pas de barbe, j'ai enlevé ma marque, je suis masqué, j'ai mis un autre costume. Non, parce qu'avant je faisais beaucoup de vidéos avec ma barbe et j'ai rasé. Mais bon, en dehors de cette blague, c'est instinctif, on recherche, la sécurité, on va pas se jeter dans le précipice, hein, c'est un instinct animal et et celui qui vend toujours la sécurité, cette idée de sécurité, au Brésil aussi est liée à ces instituts, tous les experts de sécurité, de droit, ce sont ceux qui défendent les bandits, hein, qui ont des liens avec les groupes, comme, les narcos et défendent, en fait, ces groupes-là avec des lois qui sont permissives pour les bandits et ce narratif d'idolâtrie des bandits dans le monde entier. C'est ce qui s'est passé en 2006, en fait. Il y avait une série d'attentats, des groupes narcos ici au Brésil sous le PSDB, qui est un parti, du système aussi, hein, de ce système, qu'on appelle les ciseaux, hein, une fausse, division alors qu'ils sont tous du système entre, le PSDB et le PT. Ça, c'était en 2006 et comme PSDB allait gagner les élections, je me rappelle plus si c'était Alckmin ou Serra, mais moi j'avais écrit un article à l'époque, il y avait même, en Chine, il y avait un article qui avait été, repris dans le monde entier et je disais quoi en fait? C'était une connexion qu'il y avait. J'avais un studio de photos et de vidéos et le celle qui faisait le nettoyage là, m'a dit: «Est-ce que tu as déjà entendu les voitures de son là qui font la promotion, de leur groupe?» Ils font seulement la promotion du PT, du Parti des travailleurs de Lula, hein, ils disent: «Il y a pas de promotion d'autres groupes». Je me dis: «Ah bon, c'est vrai, dans ce quartier, il y a seulement cette voiture de son, il y en a pas d'autres». Et ensuite, ils ont attaqué, ils faisaient la terreur, hein, il y avait du sang même dans l'endroit pour sortir l'argent, il y a eu une violence extrême en 2006 à cette époque. Ils voulaient vraiment créer la terreur, ils vont créer la sensation en fait d'insécurité pour que les personnes votent, dans celui qui va donner la sécurité. C'est ce qu'ont l'habitude de faire les mafieux, hein, c'est une technique mafieuse de créer la terreur, pour maintenir leur, domination mafieuse et le peuple suit comme un troupeau, hein, c'est l'esprit de troupeau. S et Nietzsche, parlait de cela en expliquant que c'est, comme si les chrétiens étaient comme ça, mais en fait non, c'est faux, hein, Nietzsche a faux parce que les 1ers chrétiens étaient justement des martyrs. Comment faire, réellement pour que, les personnes recherchent cette vérité, hein, recherchent, cette entre guillemets «résurrection», individuelle, hein, par exemple, Olavo de Carvalho était communiste, il a arrêté d'être, communiste. Moi, je blaguais avec Arthur Machad qu'il était libéral, il a arrêté d'être libéral. Et philosophiquement, pour, combattre cette, entre guillemets «aliénation spirituelle», parce que la société est polarisée à cause de ça, hein. Il y a ce narratif de pouvoir, c'est difficile à combattre, c'est quelque chose d'individuel, oui. Parce que le collectivisme domine les universités, les écoles dans le monde entier et on est devenu socialiste sans savoir, comme le disait, c'est tellement difficile parce que Mario Ferreira dos Santos, tu connais? Oui, je connais le plus grand philosophe brésilien, oui. Il y a son livre s'appelle «Christianisme, la religion de l'homme» et il dit que c'est beaucoup plus important de faire de l'évangélisation, que d'écrire 1000 livres de philosophie.
Et il faut mettre plus de temps sur l'évangélisation parce que lui, Mario Ferreira dos Santos, c'est un philosophe impressionnant et il arrive à cette conclusion que la philosophie est importante et il faut continuer à étudier et à philosopher sur, ce qui va arriver après la vie. Mais moi, je ne crois pas qu'on va mourir et qu'on va se tourner, devenir un nuage, ou rien du tout, non. Peut-être bon, ça c'est une question, d'où on est, orienté. Il y a des personnes qui sont héliocentristes ou qui sont, moi je suis, paradis-centré. Je crois que, au centre, il y a un paradis et qu'il faut être, centré sur lui. Mais bon, juste pour arriver là-bas, il y a différents lieux, il faut s'adapter et bon, on va philosopher là-dessus, philosopher c'est important, mais il faut s'axer sur la vie éternelle, ça sert à rien de philosopher sur le futur si on ne s'ancre pas dans le présent et sur cette liberté individuelle, bon, on ne sait pas s'il y a l'enfer comme, certains disent. Moi, je voudrais parler de Bruno Tolentino. Bruno Tolentino, le poète brésilien, heu, il citait un autre auteur, je crois, que j'ai oublié, je crois C. Lewis. Oui, Lewis, heu, on ne sait pas si on va se transformer en une respiration, dans l'air, on va flotter dans l'air, on ne sait pas ce qui va nous arriver après, mais il y a quelque chose qui va continuer, heu, on pense qu'on est plus que notre corps, enfin, bon. Pour Mario Ferreira dos Santos, la philosophie doit être comprise avec cette perspective aussi de l'immortalité, parce que après la en premier cette immortalité et ensuite la philosophie. En premier cette âme immortelle et ensuite la philosophie. Mais même Socrate, hein, vous allez dans ce qu'il disait, au final, il fait appel au mythe, hein, parce il va se réunir avec des personnes qui sont, meilleures que lui Falando de et il filosofia, parle de tem uns conceitos l'immortalité. que são meio En parlant de vazios, como philosophie, il y a des concepts qui democracia, sont un né? peu Você fala que vides, a hein, comme, democracia tá em todo démocratie. lugar, mas está On em a lugar l'habitude de dire nenhum, que na la verdade. démocratie, elle est Você partout, mais en questionou fait, elle esses est nulle conceitos, part. Et Gomes da oui, il Vila? faut questionner ces Sim. concepts. C'est Nicolas Gomez Dávila, oui, oui. Ce qu'il dit à propos de la démocratie, on dirait qu'il parle du communisme. Oui, parce que la démocratie, elle amène à ça, hein, vous prenez le Platon dans la République, la démocratie, elle dégringole et elle devient cette tyrannie folle. Et Nicolas Gomez, Dávila, il explique cela, hein, dans cette clé-là, sur la démocratie. Et il y a, des groupes aux États-Unis les pères de la patrie américaine qui expliquent que c'est une république, ce n'est pas une démocratie. C'est une république qui va tenter au maximum d'être une démocratie, mais ce n'est pas une démocratie qui est bon, la démocratie amène à la dictature de la majorité. Et si la minorité, en fait, a raison, c'est pour ça qu'ils ont, euh, différents moyens de faire perdre, le vote, ils ont leur collège là-bas, le proportionnel, Tem um etc. trabalho de Il y a un educação a travail fazer d'éducation sobre essas palavras à que são meio que faire vazias, né? sur ces Como mots qui o sont à Eric moitié Voegelin, vides, ele fala hein. sobre o Eric integrista, né? Voegelin, il lui Que parlait acredita sur em frases como l'intégriste democracia qui croit à integral, des né? phrases vides comme E démocratie a gente intégrale, qui sont fica des concepts debatendo sobre vides, uns et conceitos on vazios. Então, débat sur des concepts vides. Je como voulais realmente justement, questionar soulever cette essas question, hein. palavras Comment que não ces são mots questionadas sont pela maioria, né? A ces maioria mots não vides ne sont pas questiona o que é questionnés par la realmente uma majorité democracia. Será que et la existiu majorité ne ou não questionne tem pas uma qu'est-ce que c'est réellement democracia une démocratie? idealizada Est-ce qu'elle a já da existé? época Est-ce qu'il da y a une Grécia, que na démocratie, verdade não era nenhuma idéalisée de l'époque democracia, de la como Grèce geralmente qui quer dizer? n'était A gente pas tem en uns fait une conceitos démocratie au vazios sens que où a nous gente l'entendons usa, aujourd'hui? On a des concepts vides mas qu'on sem utilise mais questionar qu'on ne eles. Então questionne vira uma pas. conversa meio que de maluco, meio Et que donc en fait, cela com devient une sons discussion de vazios, fou parce que porque a ce sont gente des sons não sabe vides, a que a gente parce está qu'on se ne sait pas à referindo, quoi on né? se réfère, on ne confronte pas la réalité, parce que la démocratie athéenne, par exemple, en termes théoriques,
Il n'y avait pas les esclaves, bien sûr, qui votaient. C'était un numéro réduit des habitants à l'époque. Il y avait des limitations. Maintenant, comment mettre ça dans la société actuelle? C'est compliqué à l'adapter aussi à notre monde moderne. Mais par exemple, moi, jusqu'à 30 ans, je ne m'occupais pas de politique. C'est simplement après 30 ans. Avant 30 ans, moi, j'allais dans les universités. J'ai même habité à l'université de Brasilia et j'allais de la bibliothèque pour un cours. On avait l'habitude de dire de la bibliothèque pour la capoeira, et de la capoeira pour la bibliothèque. J'ai un ami à moi qui disait la capoeira, c'est la macumba de la gymnastique. J'allais de la capoeira à la bibliothèque et j'amenais des livres, hein, énormément de livres d'un lieu à l'autre. Oui, moi je faisais la même chose mais avec le jujitsu. J'allais du jujitsu à la bibliothèque. Oui, c'est la même chose. Moi j'ai fait du karaté, après de la capoeira, jujitsu, non, un peu après, mais pas trop. Mais bon, mais je lisais, je lisais. Il y a une sorte de Heu, aujourd'hui, on a internet, mais à l'époque, on était beaucoup plus, fermés et on devait aller à la capitale pour essayer de voir ce qui se passait. Mais aujourd'hui, avec internet, les personnes pensent que, ils ne se rendent pas compte qu'il y a certaines limites, dans certains lieux et qu'ils sont fermés, en fait, dans les limites, créées par la culture, par les traditions et ils ne questionnent pas les philosophes, anciens et il y a une sorte de paresse intellectuelle, oui. Moi aussi, j'étais à l'époque prisonnier et je ne questionnais pas certains concepts et je répétais seulement ce que d'autres personnes disaient sans questionner ces concepts. Et au moment de voter, je ne savais rien de la politique. Je répétais, j'écoutais un peu la radio dans les années 90. Hein, dans ma colocation, il y avait la radio à l'époque, mais on n'était pas préparé en fait pour voter. On ne questionnait pas et on votait pourtant. On ne lisait pas les analyses plus détaillées, on connaissait pas les candidats. Seulement à l'époque de campagne électorale qu'on découvrait juste avec un cliché. Et maintenant, on peut voter ici à 16 ans, c'est terrible. On les voit sur les réseaux sociaux, ils parlent plus de Big Brother, des Eu acho que a chanteurs gente deveria coréens. envolver mais as pessoas sim, acho que a gente deveria Je envolver pense mais qu'on as pessoas, devrait obrigar justement les a pesquisar sensibiliser, hein, sobre alguns temas e les obrigar a obliger votar à na blockchain, rechercher né. peut-être aussi avec Dando umas multas, se as avoir un pessoas não système de pesquisam blockchain sobre qui leur como donne des melhorar amendes ou os alors qui leur esportes donne e des aprenderem points ou também alors des bonus avec la théorie des jeux pour les aider à não, porque na apprendre. Oui, Suíça, c'est por exemplo, difficile. Comment qu'on va eles appliquer ça? na Non, mais en Suíça eles Suisse, par votam exemple, toda ils hora votent tout le sobre tem uma temps. pergunta essa semana, outra Ils pergunta votent semana sur que n'importe vem, quel e eles sujet. Il y a sempre une semaine à falam chaque fois sur como eles laquelle ils doivent gostariam de voter. organizar. C'est juste une petite Eu idée acho que comme o ça que je povo tem que lance se en l'air. Il envolver mais faudrait e ser obrigado a pesquisar algumas sensibiliser, coisas. à E ter a questionner, à blockchain para rechercher ter uma plus certains transparência, sujets né, avec la théorie des jeux pour como que les isso gens talvez puissent aller aconteça. chercher sur des sujets, leur donner des récompenses s'ils vont chercher plus Sim. sur ces sujets avec la blockchain. Oui, la blockchain, c'est intéressant E com pour incentivos avoir também para aussi o la cidadão fazer certitude ações, et né. pas O de cidadão, fraude se ele faz aussi. umas ações, de Et cidadania aussi, oui, une positiva, sorte vai no de dele, vai citoyenneté ajudando, tem positive iniciativa hein, e projetos, dans son ele ganha pontos quartier, aider, também, avoir des dando um jeito initiatives et des projets né, en donnant des de tudo récompenses isso, avec un système comme ça de rastreado, jeu né, ser analisado avec, e descentralizado, avec como un você falou, suivi né, de la blockchain qui peut être décentralisé. Surtout, le plus important, c'est que ce soit décentralisé. Oui, en Suisse, il y a c'est pas décidé acho que en deveria ter privé mais poder no par les bairro, députés, mais c'est décidé par le peuple, c'est mais se plus pudesse décentralisé. Oui, il centralizar, faudrait eu plus de acho que o pouvoir voto pour le local quartier, pour la com a rue, tecnologia, décentralisé. sei lá, Et avec la evoluindo muito technologie, mais. aujourd'hui, c'est possible. Mais bon, c'est juste une petite idée que je lance Sim, en sim. air. Oui, il va falloir une réforme profonde, mais ça va mettre du temps. Mais encore plus Sim, avec ces personnes qui ne savent rien en plus. Et il y a beaucoup de députés aussi e às qui vezes a sont gente vê que ignorants mesmo aussi au com a rede Congrès. social, a gente não tem Même avec contato les direto réseaux com os sociaux, les gens n'ont deputados, não pas de sabem contact realmente direct com quem avec eles les negociam, députés. né. On ne sait pas Então réellement ce qu'ils precisa de font. uma volta
dans leur bureau avec leurs portes fermées. Il faudrait revenir à un contrôle individuel, hein. Ça revient à la question de la liberté individuelle. Moi, je suis plus individualiste parce que je suis entrepreneur, je suis plus lié à l'entrepreneuriat. La clé est plus l'individuel et l'entrepreneuriat, mais ça, c'est ma lecture à moi. Mais oui, non, moi, je suis d'accord. Moi, je suis à faveur de cela, bien sûr, oui. Liberté d'entreprise, liberté d'initiative. C'est difficile, c'est une terreur ici au Brésil pour monter une entreprise. Moi, j'ai été chef d'entreprise en 98 jusqu'à 2004, mais plus jamais, non, de la façon dont ça se passe. Non, non, moi je suis freelancer, j'ai même plus de contrat, parce que ça c'est les contrats, les lois ici au Brésil, sont terribles, les lois du travail. Euh, oui, Bolsonaro, par exemple, parlait que dans un restaurant, il y avait, je ne sais plus combien d'éléments sur le papier hygiénique, hein, l'épaisseur du papier hygiénique, et si l'épaisseur du papier hygiénique n'était pas aux normes. C'est terrible, des normes techniques de restaurant, et il y avait des amendes si, donc la bureaucratie locale, cette bureaucratie folle, il prend le contrôle dans le monde entier, et dans l'Union européenne décide, hein, et les Français ne décident plus, et l'Europe aujourd'hui avait par exemple sur une petite bouteille, la seule innovation technologique de l'Europe, c'est une, une, une- une bouteille une bouteille inventée par l'Union européenne. Alors ils ne peuvent pas faire de compétition contre la Chine par rapport à la Chine, une bureaucratie pour laquelle personne n'a voté. C'est quelqu'un à Bruxelles qui décide ce que vous allez faire en France et qui à Bruxelles ne sait même pas euh, qui. Oui, oui, c'est compliqué. C'est une bureaucratie folle. Oui, oui, c'est une bureaucratie folle. Moi, j'aime, dans le cours de philosophie d'Olave du Carval, j'ai montré justement aux Français, hein, donc ça c'est le livre Cours de philosophie d'Olave du Carval, j'invite tous à vous le procurer. C'est un dommage qu'il ne soit pas connu en France. Peu de vidéos aussi sont traduites d'Olave du Carval en français. Il y a seulement en anglais. Il fallait prendre l'intelligence artificielle qui le fasse, hein. Peut-être qu'on arrivera bientôt à ça, mais il faut, il faudrait le traduire, oui, dans énormément de langues, hein. Donc, c'est moi, j'ai envoyé le livre Cours de philosophie de Olave du Carval à plein de professeurs aussi de philosophie en France, et ils ont été choqués par le niveau de connaissance qu'Olavo avait, de tellement de culture qu'il avait, hein, de connaissances d'auteurs tellement différents, et il touchait à tous les domaines comme un vrai philosophe, avait une vision vraiment. Oui. Euh, Juste un commentaire, moi je suis en train justement de faire la transcription d'une discussion que j'avais eue avec Olavo, je crois qu'en 2006, et je vais le lancer comme un livre aussi. Ah bah super. Mais ça fait un moment que je suis en train de le faire, et Olavo il m'avait demandé de le faire, hein. Mais comme j'écrivais d'autres livres, j'avais pas eu le temps de le faire. Mais maintenant, je pense que je vais commencer à le faire cette transcription d'une discussion que j'avais eue avec lui. Et c'est plus facile aujourd'hui avec les instruments d'intelligence artificielle qu'on a. Oui, il y a beaucoup de vidéos que je voudrais traduire. Il y a une vidéo de toi sur la folie de l'époque moderne avec Olavo, comme on a perdu le sens de nos perceptions et comment on se laisse embarquer par le narratif, par une sorte de logique d'ingénierie sociale, et qui nous fait perdre le sens de qui on est, de nos perceptions. On perd le sens de nos perceptions, mais c'est un sujet vraiment très large, hein, et très profond aussi. Pour revenir à la prochaine question, il est important de faire une introspection, hein, de qui nous sommes. Socrate, il parlait d'une vie examinée. Une vie examinée. Et Olavo disait que les universitaires, toi tu expliques bien dans son livre Tragicomédie, ce qui se passe dans le milieu universitaire, comment l'universitaire ne voit pas sa situation sociologique, sa situation culturelle, il ne questionne pas en fait sa classe sociale, quelle est sa position dans la société,
et ils se laissent embarquer dans le narratif, autant des professeurs qui font une sorte de lavage cérébral, mais ils oublient d'examiner sa vie. Et donc ça, c'est très important parce qu'une vie examinée, hein, si on n'examine pas notre vie, comme le disait Socrate, ça ne vaut pas la peine de vivre. Ça va pas faire sens, notre vie ne va pas faire sens. Et donc il faut savoir où on est et comment sortir de cette domination du narratif, ce collectivisme dans la société, comment questionner, comment on peut faire pour que les étudiants, et Charles Iskir qui le faisait beaucoup, il parlait avec les étudiants et il leur disait ah, cette situation, c'est celle-là, ne suis pas ce narratif fou imposé par les médias globalistes qui est une fiction, ta vraie réalité c'est ça, regarde ce qu'ils sont en train de faire actuellement, il était très bon pour détruire ce narratif, mais dans la littérature aussi, vous voyez une façon de détruire, ou dans le cinéma, détruire ce narratif. Olavo de Carvalho disait qu'on devait investir dans la haute culture. Oui, bien sûr, je tente, mais la question c'est que les personnes ne sont intéressées seulement dans le sensationnalisme, dans le cliché, dans les caricatures, qui donnent de l'engagement, hein, qui donnent des views, qui donnent des likes. Moi, je parle de quelque chose de politique. Et ensuite, une fois que j'ai parlé de cette sensationnalisme, je dis, écoutez, j'ai écrit un article, et il y a 10 fois moins de likes, et la personne reste 20 minutes à voir plein de vidéos de la même chose, en fait. Et ça, dans le monde entier, c'est pas seulement au Brésil, oui, dans le monde entier, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué de lutter contre ça. Et donc, les personnes disent, ah, vous faites rien, mais je leur dis, vous avez lu mon livre, vous avez lu mon article. Non, ils n'ont pas lu. Non, tu as fait beaucoup et tu fais beaucoup, hein, mais c'est une question qui est très difficile, réellement. Et face à ce narratif du média globaliste a créé cette polarisation, ils utilisent justement ces clichés, ce sensationnalisme, cette caricature pour que les gens restent dans cette caricature, dans cette polarisation qui est une création elle-même de l'élite globaliste, parce que c'est une guerre culturelle, oui, c'est une guerre culturelle. Il y a d'autres Français, il y a le livre Les réveils magiques, j'ai oublié le nom, Despertados magiques, le matin des magiciens, je crois. Jacques Bézier, il y a une partie où il dit le public en général ne sait pas, mais nous sommes dans une guerre civile dans la culture. Une vraie guerre, ils l'ont tué. Qui ça? Non, Charles Kirk, je parle de Charles Kirk. Ah, je croyais que tu parlais de cet auteur, justement. Je croyais que c'était de Charles Bézier. Non, pas encore. Ils n'ont pas tué Charles Bézier, l'auteur de ce livre. Non. La guerre culturelle est une vraie guerre spirituelle, oui, spirituelle en premier lieu. C'est une guerre, oui, spirituelle, culturelle, parce que toute culture, on peut parler de Spengler, même si Spengler a ses limitations, mais toute culture a une origine religieuse, hein, un sentiment profond des individus en relation à une vérité révélée, ce qui crée une culture. Donc quand on parle de culture, c'est pas une musique populaire brésilienne, un funk, non. On parle des racines de l'Occident, nos racines. Et la guerre, c'est maintenir cela vivant, c'est conserver ses racines de la philosophie, de la science, de la religion, hein, ce sont trois choses. Et puis ensuite, ça devient énormément de satellites qui tournent autour de cette tradition. Et donc, on le fait autour des textes, hein, et les personnes doivent percevoir que vous n'allez pas obtenir des troupes ou des bataillons à notre côté, hein, entre guillemets, si si vous n'expliquez pas le côté culturel du narratif, de l'imagination des personnes. Mais il faut leur montrer, elles reconnaissent quelque chose de véridique lorsqu'elles le voient. Euh, Vous n'arrivez pas à montrer que la personne se trompe si,
Par exemple, dire que le Brésil va devenir la Chine, une colonie de la Chine, mais si il ne connaît pas l'histoire et il ne voit pas l'exemple concret, pour lui, ça va être quelque chose d'impossible pour lui. Mais il faut lui montrer que réellement, c'est en train d'arriver. Oui, c'est un narratif. Il y a une guerre culturelle, mais ils n'aident pas les propres écrivains. Moi, justement, je veux décrire l'imaginaire et ils s'en foutent. Ils m'aident pas financièrement. Moi, je suis comme Nietzsche, en fait, qui est sur les réseaux sociaux, veut juste des likes ou alors ils veulent être élus, ils s'en foutent, hein. Michel Houellebecq, il dit quelque chose d'excellent, c'est que il demande comment vous arrivez à écrire ces choses. Vous, vous critiquez même votre mère sur les particules élémentaires, qui est super ce livre. Comment vous arrivez à écrire ces choses-là? Il dit, oh, je feins d'être mort. Je feins être mort. Donc, c'est une belle manière de commencer à écrire pour pas avoir peur. Ah, je suis déjà mort, hein, je m'en fous. C'est comme ça. Et en même temps, tu t'en fous. Moi, je m'en fous, hein. Je dis, ah, euh, les personnes, si elles veulent créer, s'ils veulent ramener des gens de notre côté pour voir les gens, pour voir ce qui est, il faut travailler l'imaginaire. Il faut travailler l'imaginaire des cinéastes, des écriteurs, des écrivains, des poètes, des artistes, des cinéastes. Aidez-les, financez-les. Si vous voulez pas les aider, bah, très bien. Moi, j'ai la vida éternelle, je vais mourir, il n'y a pas de problème. Ah, moi, j'ai déjà écrit mes livres, je m'en fous. Voilà. Mais bon, ils devraient les aider. Je fais d'autres choses. Moi, je suis en train d'écrire plein de trucs. Il y a plein de trucs que j'ai écrits que je ne publie pas. Je réécris pas mal de choses pour que ça soit vraiment bien écrit. Je suis pas dans un immédiatisme. Je dois montrer. Alors, ce que tu montres, ça a 5 likes. Donc, je m'en fous, en fait. Et Olavo, une fois, il m'a dit, ce que tu as écrit, c'est juste que pour que moi et Bruno Tolentino je puisse lire, seulement nous trois, et puis c'est tout. Bon, bah alors c'est bon. Il parlait de la tragicomédie académique, Bruno a aimé, Hilda aussi a aimé. Et les autres, ils veulent juste savoir le sensationnalisme, la dernière nouvelle, la dernière news. Mais ça, il y a une construction aussi. Ça, il y a eu une infiltration, hein. Ce narratif, il y a eu une infiltration du milieu administratif, du milieu universitaire, pardon, comme si le milieu universitaire était l'endroit où le narratif était contrôlé par la bureaucratie. Olavo disait qu'on ne voulait pas justement un diplôme parce qu'on ne veut pas être reconnu par les pairs, justement parce que les pairs avaient un biais qui avait été créé par cette ingénierie sociale et par cette infiltration qui les rend socialistes sans le percevoir. Il a montré aux gens qu'il faut sortir de cette obtention de diplôme et montrer que la haute culture n'est pas seulement restreinte à cet univers universitaire. Ton livre, tu as bien décrit justement la tristesse de leurs pensées. Oui. À l'époque, comme je raconte dans la préface, je n'avais pas les instruments pour commenter de façon philosophique, anthropologique, mais à travers des histoires, des contes, des personnages qui j'ai réussi à faire une sorte de squelette utilisant la mythologie grecque et d'autres références ou faisant des relectures d'autres textes de la traduction de la littérature occidentale. Et donc j'arrivais à prendre certains éléments pour raconter dans mon livre la tragicomédie académique. Et donc, bien sûr, je critique, il y a de l'humour, hein, énormément, mais et où je raconte le plus ça, c'est un conte qui s'appelle Paralytique et désintégré. Le titre lui-même est une parodie du livre Apocalyptique et intégré, hein, d'Umberto Eco. Euh, j'ai écrit Paralytique et désintégré dans ce conte-là et j'explique de façon plus directe cette décadence. Mais réellement, dans l'université, cette personne est un maître, est un docteur. Il pose des questions sur le maître, le docteur. Mais en dehors de sa spécialisation, il connaît rien, il est complètement à l'ouest.
Donc je dis, mais comment il peut s'appeler maître ou un professeur comme s'il avait une grande sagesse alors que il connaît un domaine vraiment très spécialisé, extrêmement spécialisé. Moi, pour un maître, c'est Socrate, par exemple. Socrate euh, était un sage, mais bon, s'il ne sait pas, il peut dire, ah, je ne sais pas ce que pensait Socrate, mais on pourrait spéculer sur cette question-là. Comme le dirait Guimarães Rosa, on va faire un petit peu de prose, on peut faire un petit peu de prose, converser à ce sujet. Socrate, il n'était pas fermé, hein, il disait pas, ah, je ne sais pas, c'est pas ma spécialité. Non, on va discuter. Et la défense de Socrate, c'est un livre merveilleux, hein, l'Apologie de Socrate, quand il vient voir l'oracle, il dit quel est l'homme le plus sage du monde? C'est moi, hein. Non, c'est pas possible, c'est Socrate. Et il est allé voir d'autres personnes pour leur demander, et il voit qu'il savait encore moins de ce que lui savait. C'est vraiment marrant, hein. Et puis Socrate a été condamné à mort, c'est un absurde. Ça, c'est vraiment la dictature de la majorité, hein. Et la démocratie est contaminée euh, dès le début, hein. Ils ont tué Socrate. Tu comprends? Jésus aussi, oui, oui. Jésus, oui, ils ont choisi Barabbas, ou Jésus, ils ont choisi Barabbas, le voleur. Euh, j'ai pas vu l'Église parler sur lui. C'était un bandit, c'était comme Staline, dans le sens que Staline a été un voleur dans le train, un voleur de train. Il volait de l'argent pour le Parti communiste. Donc, ceux qui regroupent de l'argent pour une révolution ont le pouvoir. C'est pour ça qu'ils ont réuni un butin. Mais Barabbas, lui, il voulait expulser les Romains, il les volait, il était voleur. Non, pas du tout, c'était rien. Il voulait une révolte contre l'Empire romain. Bon, ils ont choisi un révolutionnaire plutôt que Jésus, c'était un révolutionnaire politique, hein. Et c'était un voleur, ça c'est un détail, oui. Alors justement, cette révolution, Olaf de Carvel, il l'analyse très bien au niveau philosophique, hein. Et dans son livre L'inversion révolutionnaire, il explique bien comment l'inversion a été faite, une inversion du sens du temps, en pensant que le futur sera mieux. Cela justifie une inversion de la moralité actuelle, cela justifie certaines mauvaises actions. Ils arrivent à changer le plan du temps et ça crée un narratif où tout est permis et où la moralité tombe, s'évanouit. Il n'y a plus de moralité. Donc ça c'est aussi dans son livre La Nouvelle Ère et la Révolution culturelle, hein. Ces personnes n'arrivent pas à transcender l'espace-temps. Et du coup, ils rendent divin ou l'espace ou le temps. Ceux qui rendent le temps, entre guillemets, divin sont ces révolutionnaires, parce que tout justifie leurs actions. Ce sont les révolutionnaires communistes, socialistes, etc. Ils projettent une société idéale dans le futur en disant que ce sera divin, que ce sera merveilleux. Et du coup, ils choquent, ils tuent tout le monde, ils massacrent tout le monde, ils ont tous les abus. Donc, une personne a déjà été communiste. Moi, j'ai jamais été communiste, hein, mais j'étais quoi? J'étais environnementaliste. J'escaladais des montagnes, je rentrais dans des cavernes. En Équateur aussi, j'étais sur des volcans, etc. Et donc, on voyait des saletés dans les montagnes. Et donc, j'étais un petit peu environnementaliste, hein, dans les groupes, entre guillemets, écologistes. Dans les années 90, on disait écologique. Mais ça, c'est être incapable aussi de transcender l'espace-temps. Au lieu de rendre le temps divin comme les gauchistes, les marxistes, moi je rendais l'univers divin, les personnes mystiques de la nouvelle époque, la mère Gaïa, oui c'est ça, la mère Gaïa c'est marrant parce que moi j'ai publié un des premiers textes en espagnol à l'Équateur, une chronique, c'était Gaïa, Nuestra diosa pide auxilio. En espagnol, c'était la déesse. Ah oui, moi j'ai vécu au Mexique un an. Ah ok, tu as vécu un an au Mexique. Ah oui, moi j'ai vécu à Puebla, c'était 1 heure de Mexique, 1 heure du district fédéral. Il y a, il y a un volcan aussi très joli dans cette ville de Puebla.
Et il mange aussi le chile poblano, que c'est une nourriture typique de Puebla, un poulet avec du piment et du chocolat. Mais bon, on va revenir au sujet. Oui, oui, c'est intéressant. Moi, j'ai vécu à Latacunga. C'est un mot joli dans l'Équateur, mais c'était à la base du volcan Cotopaxi et j'ai escaladé le Cotopaxi là-bas et j'ai vu aussi déjà à l'époque hein, cette politisation des jeunes dans l'Équateur. Bien avant cette politisation au Brésil, c'était vraiment gauchiste, hein, gauchisé, beaucoup plus qu'ici. Hein. Ils me donnaient des films avec Che Guevara, j'ai appris à chanter la musique de Silvio Rodriguez. Euh, c'est un chanteur cubain. Il chante la musique hein, du chanteur cubain. C'est un des favoris de Castro. Hein. Et donc, il rentrait ces choses-là dans ma tête, mais je n'achetais pas. Je n'étais pas OK avec ça. J'étais juste OK sur l'environnementaliste. Il y avait la fondation Natur qui était là en Équateur. Je me suis même enregistré. Je l'ai cédé un petit peu, mais je m'intéressais pas quand même à la politique plus que ça. J'étais juste dans cet environnementaliste. Et aujourd'hui, il y avait même un pasteur, je parlais tellement de l'environnementalisme à cette époque, il était directeur d'une école, je parlais tellement d'environnementalistes, j'avais créé même à l'époque au collège un groupe d'environnementalistes et je l'ai rencontré des années après. Et je lui disais, ah, je suis revenu vers le catholicisme, mon père. Et il me dit, ah, Yuri, c'est toi qui avais raison, l'environnementalisme. Et mon Dieu, c'est pas possible. Il est devenu environnementaliste. Ah, j'ai pourri le pasteur, mon Dieu, je l'ai pourri. Oui, j'ai vu que tu as dit ça dans la podcast, dans l'entretien que tu as fait aussi avec Bruna Toldé de la revue Esmeril. Oui, je l'ai dit, je l'ai expliqué, c'est marrant. Oui. Moi, je voulais que tu commentais cette phrase de Chesterton. Il dit, le poète met sa tête dans le monde alors que le fou met le monde dans sa tête. Pour compléter un petit peu, et après je vais le laisser pour que tu commentes, hein. Comment c'est cette idée de s'ouvrir à la réalité hein. Il y a ce qu'on appelle une distorsion. Je vais répéter la phrase de Chesterton. Le poète met sa tête dans le monde alors que le fou met le monde dans sa tête. Ah, c'est vraiment superbe. Cette phrase, elle a tout à voir avec cette question de s'ouvrir à la réalité. Hein. La question de Louis Lavelle, d'être en contact avec l'être, d'être conscient, la présence de l'être, regarder les choses du monde pour de voir la réalité. Lorsqu'on prend toutes les théories et qu'on les rentre avec force dans sa tête, tu crois que tu mets la tête dans le monde, mais non, tu mets des découpages, des abstraits, des caricatures, des clichés, des abstractions de la réalité dans ta tête, et tu prends parti. En fait, tu mets des figures de langage dans ta tête. Hein. Tu rentres des théories, des configurations. Et le fou, il met plein de bêtises comme ça dans sa tête qui sont des recoupages de la réalité, alors que le poète, attentif, il observe simplement. Et c'est l'histoire de l'art de Benedetto Croce. Il dit que l'art, c'est l'expression des impressions. Alors, vous n'arrivez pas à vous exprimer si vous ne vous laissez pas impressionner. Et pour vous laisser impressionner, vous devez faire attention, être conscient, pas plein de théories. Vous pouvez faire comme Dostoïevski, s'impressionner avec des personnes qui discutent des théories. C'est impressionnant. On voit beaucoup de gens qui discutent les idéologies. Ce sont des choses qui impressionnent. Mais cela fait aussi partie du monde. Alors si vous laissez être impressionné avec toutes les théories, vous ne choisissez pas la vôtre. Non, si vous prenez une théorie et que vous croyez que toute cette théorie explique le monde, non. Dostoïevski, c'était le seul qui faisait un romance polyphonique. Hein. Il a mis toutes les discussions de l'époque, mais il était attentif à toutes les positions. Il ne vous disait pas, mettez seulement cette position-là dans votre tête comme un fou, hein, en pensant que cette position, cette théorie, c'est le monde, tu vois. Je me suis bien fait comprendre. Oui, vraiment bien. Il faut qu'on laisse, entre guillemets, le son du monde s'exprimer par lui-même. Hein. Oui, c'est ça.
Euh, Qu'est-ce que ça signifie? Moi, je voulais parler un petit peu de la vision aussi de d'Olavo de Carvalho. Il disait beaucoup d'adopter un vote d'abstinence en ce qui concerne l'opinion publique. Sur plein de sujets, on est pressé, on a envie de parler, mais pourquoi suspendre des jugements précipités? C'est essentiel pour la pensée critique, hein. Et que si on est pressé des fois de tirer des conclusions, Olavo de Carvalho, il parlait de folie de faire ça parce que ça distorse la compréhension de la réalité. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as un exemple pratique que tu préfères, par exemple, que tu veux que je donne un exemple avant de te laisser répondre? Non, non, je peux répondre. Peut-être Olavo, je pense qu'il s'inspirait des discussions des scolastiques. Euh, Dans la scolastique, il restait pendant 15 ans, 20 ans en étudiant avant d'ouvrir la bouche, de participer d'un débat réel, parce que tu vas participer d'un débat où tu répètes seulement des phrases qui sont faites par les autres et tu n'as pas étudié le sujet en profondeur. Non, moi j'ai commencé aussi à parler très tôt, mais parce qu'il y avait seulement Olavo qui parlait et il n'y en avait pas d'autres. Donc bon, moi il y avait un moment où je parlais parce que quelqu'un devait parler et je disais écoutez ce qu'Olavo dit, je parlais pour dire qu'il fallait l'écouter. Donc moi j'ai créé un blog en 2001. Donc j'ai commencé à parler tout de suite, mais avec le temps, c'est vrai que j'ai vu aussi les choses se mettre en place et j'ai étudié aussi, j'ai voulu approfondir, rentrer plus profondément dans certains sujets. Et j'étais plus, comment on dit, sélectif, oui aussi, comment on dit, sélectif, oui, sélectif avec sur certains mots. Et je parle seulement maintenant quand je sais un peu plus sur le sujet. Euh, et aujourd'hui, ce sont les mêmes choses qui se répètent, c'est cyclique. Il y a 20 ans, ce sont les mêmes choses aujourd'hui qui se répètent, qui se passaient il y a 20 ans. Il y a des choses que j'ai même pas écrit ou que je n'écris plus. Je vais voir là mes tweets anciens et je trouve exactement quelque chose qui s'est passé il y a 15 ans et je le republie, je le retweet. Tu vois, j'écris même pas à nouveau. Ça s'est passé il y a 15 ans, il y a 20 ans, donc je le republie simplement, tu vois. Tu comprends? Et donc, voilà, ça aide même à économiser le temps, économiser la langue. Mais la question de cette économie d'opinion, c'est pour développer la critique, hein, la connaissance. L'opinion, c'est une chose, la connaissance, c'est autre. L'opinion, c'est ce que vous allez entendre, mais vous n'avez pas questionné en profondeur avec la réalité. Et donc tu montres une théorie, et c'est de la merde, hein. Si on n'a pas cette préparation dans cette analyse avec le temps, des fois on dit des bêtises, oui. Quand on n'exerce pas sa liberté de dire non à ses impulsions, quelque chose t'irrite, ou tu vois quelque chose d'irritant, et là, dans les réseaux sociaux, tu veux dire quelque chose, hein, tu veux donner ton opinion, et que des fois, plus tard, tu vas regretter, parce que tu n'avais pas analysé en profondeur, et j'ai pas été libre, j'ai parlé de façon instinctive, animale, non rationnelle, tu vois. Et j'ai dit quelque chose dont je n'avais pas une connaissance profonde, ça peut arriver, il faut être vigilant, c'est pour ça qu'il faut prier, faire attention, être attentif. Oui, oui, on revient toujours au spirituel, hein, finalement. Comment laisser la réalité nous enseigner et reconnaître notre propre ignorance aussi. Il y a dans le cours de philosophie d'Olavo un chapitre sur le répertoire de l'ignorance, qui est bien intéressant aussi, parce qu'on doit faire... oui, il le dit, il doit faire une sorte de carte, hein, où on analyse notre ignorance sur différents sujets, voir ce qu'on ne sait pas et aller chercher la connaissance qu'on doit acquérir pour savoir sur ces sujets où on a vu qu'on ne connaissait pas. Donc oui, c'est intéressant de faire une carte de notre ignorance. Moi, j'en ai beaucoup et moi aussi, j'en ai, oui. Et heureusement, à chaque fois, le sujet du moment, c'est quelque chose que j'ai pas étudié, donc je dois aller rechercher, je dois me taire et puis aller faire des recherches sur ce sujet. Mais souvent, il y a beaucoup de personnes qui discutent des questions profondes de la culture, la question de la haute culture, des arts, de la littérature, du cinéma, qui est comment toucher l'imagination des personnes, hein, l'imaginaire collectif. Mais moi, c'est ce que j'aime, c'est ça. Mais souvent, il faut commenter le sensationnalisme. Et les influenceurs aussi, ce que je vois beaucoup en France, mais il y en a dans le monde entier, ils courent derrière le sensationnalisme. Ils courent derrière le cliché, les caricatures, et puis un jeu de narratif aussi, hein. Certains se disent de l'opposition, mais ils sont
publicité aussi, parce qu'ils vendent un narratif tendancieux. Et cette recherche de sensationnalisme, et parce qu'ils veulent avoir du public, des likes, ils veulent gagner de l'argent de leur chaîne, il faut dédiquer tout leur temps et donc poster tout le temps, publier tout le temps. C'est pour ça que moi, je m'en fous. Depuis 2014, je dis acheter du Bitcoin. Moi, je m'en fous. Si vous achetez mon livre ou pas, j'ai tout dépensé dans ma nouvelle moto. J'ai vendu tous mes bitcoins. Allez pas les chercher. J'ai acheté une nouvelle moto. Et bon, voilà. Donc, c'est pour cela que peu importe si vous achetez mes livres ou pas, il y avait une époque où il fallait se dédier totalement. Sinon, tu pouvais pas. Oui, et on réclamait que les personnes ne donnent pas de la valeur. Par exemple, Hilda, avec qui tu as vécu, elle disait qu'elle avait écrit énormément de livres. Oui, j'ai écrit 40 livres et les gens ne lisent pas. Oui, c'est compliqué. Hein. On recherche dans un autre niveau, les personnes ne comprennent pas des fois, mais pourquoi la propre famille, des fois, pourquoi tu es tellement curieux, pourquoi tu es aussi curieux. La question aussi, c'est celle-là, quelque chose qu'on va cultiver, questionner, et toujours revenir à cette question-là. Quelle est la sincérité la plus profonde possible pour développer la curiosité? Olavo de Carvalho parlait de cette confession de Saint-Augustin, la sincérité la plus profonde possible, et son rôle dans la recherche de l'autoconnaissance, hein, c'est ça qui nous motive, qui fait qu'on recherche, qui fait qu'on est curieux moi, en fait, je sens que j'ai jamais fait partie de ce monde du sensationnalisme. Depuis enfant, j'ai toujours voulu sortir, aller dans les livres pour développer, avoir un imaginaire fertile. Et donc, peut-être pour me connecter, hein, c'était ce désir de chercher ce qui est plus profond. Comment développer de façon sincère cette connexion avec Dieu? Tu as cette recherche dans la vie qui te guide, qui te donne la vraie inspiration, c'est celle-là, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Depuis enfant, j'ai eu cette influence religieuse dans la famille. Ma grand-mère était très catholique. Mes parents, non. Mes parents étaient plus. Ma mère était plus protestante, mon père était catholique. Mon père étudiait dans un séminaire, le séminaire Saint-José à Rio de Janeiro. Euh, on ne parlait pas beaucoup sur ces sujets-là de façon profonde, mais j'ai fait ma première communion. Mais quand je suis arrivé en adolescence, j'ai suivi le marketing où j'étais athée, les œuvres de Carl Sagan, le cosmos. Moi aussi, j'ai plongé dans cette. J'avais même un livre de Stephen Hawking à l'époque. Je suis athée, je suis scientifique. Mais bon, ensuite, j'ai eu énormément d'expériences un petit peu folles. Et la première fois, par exemple, que j'ai eu une espèce de projection astrale. Par exemple, j'étais dans un cours d'éducation physique. J'avais une petite moto, là, une petite moto 50 cm. Là, je revenais du collège, fatigué parce que j'avais eu un cours de sport. Et quand j'ai ouvert l'œil, j'étais tombé, j'ai eu la lumière et j'avais comme une sorte de paralysie. Mais finalement, je me suis réveillé et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentré en panique, j'arrivais pas à me bouger, je voyais une grande lumière devant ma face, j'étais paniqué, j'avais une grande lumière devant ma face. Et il y a une histoire aussi de Bruno Tolentino, quand on était ensemble dans la maison de Hilda Hirsch. J'avais fait un rêve dans la maison de Hilda Hirsch qui était un peu pareil. Et il me dit, et Bruno Tolentino me dit, t'es sincère avec cette histoire? Tu me racontes sérieusement? Je dis oui, oui. Il dit, la sincérité, c'est de ne jamais dire ce que tu sais que tu ne sais pas, et que tu ne sais pas non plus ce que tu ne sais pas. Ah, cette formule est à moi, Olavo a dit, c'est ce que j'ai dit pour Bruno Tolentino. Non, mais en dehors de la blague, je pensais sur cette phrase avec Bruno, et réellement, je lui ai dit non, réellement, j'ai eu cette vision avec une grande lumière, et je me suis arrêté, puis je me suis réveillé. Un autre rêve aussi que j'ai eu, c'était j'ai rêvé qu'il y avait un deuxième étage aussi dans la maison de Gilda, et j'ai raconté aussi à Hilda, et elle a été choquée parce que dans son projet original, il y avait un deuxième étage aussi dans la maison. Il y avait deux étages avec aussi des escaliers, exactement, je l'avais dit. Donc je l'ai vu comme si c'était déjà créé, comme elle le voulait déjà avec deux étages. Il y avait un patio interne, tu sais, un atrio, comme une maison romaine au milieu.
Et dans mon rêve, il y avait un deuxième étage avec une varande. Et j'ai raconté ça à Bruno. Et non, je dis, c'est pas vrai. Tu parles vraiment avec sincérité. Et il a dit la formule de la sincérité. Et Lavo disait, non, cette formule de sincérité est à moi. Donc oui, moi j'ai eu des phases un petit peu folles, tu vois, un peu folles à l'époque de l'université, mais toujours en recherchant cette expérience, j'ai essayé de l'analyser, de la comprendre. Il y avait Alan Watts, tu as déjà lu Alan Watts? Oui, oui, Alan Watts, il écrit beaucoup sur le zen Soto, mais il a aussi un livre qui s'appelle La Nouvelle Alchimie, où il parle sur les expériences LSD qu'il a fait, beaucoup de drogues, les portes de la perception de Aldous Huxley. C'était l'époque aussi des années 60, de l'époque du New Age, ensuite après le New Age. Oui, ils ont écrit des livres, mais moi je lisais ça à l'université dans les années 90, qui avait une sorte de revival des années 60. Ils voulaient revenir deux, trois décennies après, c'est marrant. Aujourd'hui, les gens parlent des années 90. Ah, c'était cool, les années 90. Et dans les années 90, ils disaient les années 60, c'était cool. Les mecs sont jamais satisfaits de leur époque. Mais bon, en fait, j'ai eu cette expérience un petit peu folle, tu comprends, mais elles m'ont amené toujours à revenir à ce choc de réalité que je voyais que j'étais pas dans le monde réel, tu comprends? J'étais pas dans le monde réel. Pas seulement durant l'expérience, mais avant l'expérience, j'avais énormément de verre dans la tête, en fait, hein, et ça m'a amené de retour vers la religion, tu vois. J'avais pas de réponse pour ces folies. Il y a un article que j'ai écrit récemment, s'appelle Le jour où je suis mort. Le jour où je suis mort, et je raconte une expérience que j'ai eue quand j'avais 12 ans. Je suis allé prendre une balle à l'intérieur de la piscine qui était bloquée. Mon cœur s'est arrêté. En fait, j'arrivais pas à sortir de l'eau. Ma mère a fait un massage cardiaque j'avais changé de couleur. Mon cœur s'est arrêté pendant peut-être 2 minutes et demie. Mais j'ai eu une vision d'une lumière, d'un bien-être, d'une plénitude. Et je raconte cela dans l'article. Oui, réellement, cette expérience, bon, c'est une expérience de oui, c'est une expérience de presque mort, et certaines sont fantastiques. Beaucoup de ces personnes qui reviennent de ça racontent quelque chose, des visions, une expérience, une plénitude. Il y a une histoire connue au niveau scientifique, il était dans une salle de chirurgie et il a vu un bouton sur le toit de l'hôpital. Sur le ventilateur aussi, il y avait une certaine couleur. Il a montré un dessin et il a expliqué ensuite au docteur une fois que c'est arrivé. Il était sincère. Lorsqu'on écrit avec cette sincérité devant Dieu, comme dans la confession de Saint Augustin, elle est récompensée, cette sincérité. Cette sincérité devant Dieu, c'est pour moi la vraie inspiration. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Cette sincérité complète devant Dieu va nous donner plus de connaissances parce que il y a cette omniscience de Dieu qui fait qu'on s'oublie nous-mêmes, on perçoit d'autres choses avec cette ouverture. C'est la vraie inspiration, oui, parce qu'on sait qu'on est vu, on sait qu'on est écouté, on sait que Dieu est omniscient et voit tout. Par Dieu, maintenant, il y a d'autres personnes qui sont les totalitaristes, les dictateurs qui veulent mettre des caméras partout. Oui, ils sont pas l'amour. Ils veulent même mettre avec Neuralink des puces dans les têtes, des puces dans la tête. Oui, comment vous allez permettre? Ça, c'est pas l'amour, ça. Ils vont t'espionner tout le temps. Quand finalement, moi, j'ai réussi à voir, j'ai eu ce choc de réalité. J'ai été certain que Dieu me voit. Au premier moment, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, mince, il, il voit tout, mon Dieu. Mais là, vous vous rappelez, non, non, oui, tu te dis, mince, je vais me cacher. Mais non, tu te rappelles, Dieu, c'est l'amour, il va me pardonner. Je dois fermer les rideaux. Non, non, non. Oui, tu veux te cacher au début, non, c'est ce que tu fais au début, la révolte contre Dieu, oui. Oui, oui. Mais laisse-moi être libre de faire ce que je veux sans que Dieu soit là. Mais non, dans cette conscience que vous savez que vous êtes présent, qu'il est présent toujours, vous vous dites, bon, ben, il il voit tout. Louis Lavelle, à nouveau, notre conscience doit être un point de contact entre l'être et l'individualité. Et dans ce moment, la conscience arrive à être sincère parce que j'essaye euh, de mettre ce qui est véritablement pour moi, ce qui est vrai pour moi, que ma conscience me montre, c'est la même chose qu'il voit lui aussi. Donc on est aligné, on essaie d'être aligné. Même sur les mots aussi, des fois on écrit, vous allez donner le nom
Et plutôt que tu veux utiliser le terme correct, tu dis, bon, tu l'appelles, allez, fils de pute, tout simplement. Mais non, en fait, il est pas, c'est juste un cabotin. Et toi, tu es, euh, lui, il est très, il croit qu'il est très intelligent, mais non, en fait, il est idiot. Mais moi, bon, si tu l'appelles fils de pute, il faut que tu expliques réellement, même au moment d'écrire, il faut décrire et être sincère avec la réalité, hein. Votre conscience doit être sincère avec ce que vous percevez du monde. On ne peut pas insulter sa mère, non? Comment on va savoir? Ça, c'est des insultes un peu idiotes. Mais en fait, il faut expliquer la réalité, il ne faut pas faire de raccourcis. Donc, bon, Na pour mesma aller dans la direção direction de dessa cette pergunta, question, Olavo, quando ele il falava disait de d'écrire, escrever, de se expressar com s'exprimer total sinceridade, né? avec toute la O fato de sincérité, falar et com le fait de sinceridade parler avec faz sincérité gerar novas fait ideias, que né? on Tem muita découvre de gente que nouvelles idées en pergunta fait. o que Il y a quer beaucoup de personnes escrever, o qui que quer demandent, pensar, né? Ou qui ter veulent uma opinião écrire, qui veulent própria, né? savoir comment Querer uma penser, avoir une opinião que não seja a opinion opinião dos outros, que não seulement seja a d'eux-mêmes et opinião ne pas me da répéter narrativa, que seja l'opinion uma opinião du factual, narratif de de l'époque, du fatos, né? Uma narratif opinião. des Como médias, saber que essa exprimer opinião des é faits realmente et avoir une opinion minha, propre. né? Comment savoir que Tenho cette todos os opinion est réellement argumentos la para nôtre, que cette saber. réflexion est réellement E la tem nôtre, qu'on muita a tous gente les que não arguments sabe como fazer, não factuels sabe por détaillés? onde começar. Il y a beaucoup de E gens o qui ne Olavo savent pas fala comment que faire. essas Et Olavo pessoas justement expliquait vivem meio que que ces escondidas, personnes, en fait, de cette né? façon, si elles répètent l'opinion des autres, elles vivent Mesmo se de quelque expondo, sorte né? cachées, Igual en você falou fait. de fechar a cortina, Elles né? Não répètent, sabe on peut fermer le o rideau que comme é vous essa dites, mais sinceridade, né? Essa il faut experiência savoir quelle est cette simples, sincérité. On ne peut pas fuir porque de a escola cette também, expérience o mundo simple de la moderno não sincérité. ensina essa L'école aussi, sinceridade, ao le monde contrário, é o mundo da moderne, falsidade, n'enseigne pas é cette o mundo do sincérité, c'est le contraire, c'est teatro. un montre Então, às de vezes, ficam fausseté, meio de théâtre. desesperadas, né? Et Quando les encontram uma personnes, des pessoa fois, sincera, né? sont Uma un pessoa peu sans que não savoir quoi faire et corre perdues, même quand pelos elles rencontrent une likes, que personne não corre sincère, qui ne recherche pas les likes, qui ne pelo recherche discurso pas une vazio, discussion né? vide. Uhum. euh, Como, et donc, ils ne recherchent como pas ter essa cela, experiência, ils sont un né? peu perdus. Simples, Comment avoir justement, profunda, comment cette expérience como simple, fala, profonde, vivificante, vivifiante, c'est né? comme ça qu'on dit en portugais, É português vivifiant, vivificante, né, oui, vivificante, tá certo. vivifiant en français, É a sinceridade vivificante de en expressão, portugais. né? C'est la Como as sincérité pessoas de poderiam aprender l'expression, a comment fazer les isso, porque ela personnes ajuda a peuvent renovar apprendre o à faire ça, pensamento, a ter parce que ça novas aide ideias, à ideias avoir des claras, pensées nouvelles, ideias des idées próprias. claires, des idées qui sont à nous seulement. Comment tu vois ça? Quand vous discutez avec une personne qui est sincère, vous vous ouvrez plus. Il y a une confiance. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vu aussi à l'université. Il y a beaucoup de gens qui ont un masque qui te montre quelque chose et tu ne peux pas discuter. Elles vont juste réagir. Tu ne sais pas même comment elle va réagir parce que c'est pas son sujet aussi, c'est pas sa spécialité, elle veut pas parler de ce sujet-là. La sincérité n'est pas difficile en fait. Et voir si la personne est sincère ou pas, moi, j'arrive à le voir avec facilité, hein. Talvez Peut-être porque parce não questionam que certas je vois que les narrativas, por personnes ne exemplo, sobre questionnent o pas projeto do certains narratifs, par ambientalismo, exemple sur você não questionava na l'environnementalisme. época, e aí Toi, tu ne depois você questionnais questionou, pas à você l'époque, mudou, outras vezes ensuite você tu as repetia a questionné, tu as narrativa, né? changé. Elas não Avant, tu questionam répétais simplement le narratif. certas Elles ne narrativas, questionnent pas não certains pesquisam, narratifs, né? elles ne recherchent pas. Oui, des fois, tu le vois dans le propre comportement de la personne, si elle est bloquée sur certains sujets. Des fois, il y a des personnes qui Histriônica, agissent histrion, et c'est comme histrionique. Ça, c'est un autre mot. Euh, c'est un histrion, tu sais, comme sim, sim. à l'époque médiévale, A des histrion, histrions, ok, sim. comme des Uma sortes de palavra parecida clowns, em voilà, francês des aqui. histrions. Ah, je crois que j'ai compris un petit peu, oui. Et donc, c'est toujours des acteurs, ils font des poses, tu vois, ils font oui, des poses, voilà. Et ça, c'est pas seulement dans la gauche, hein, il y en a beaucoup à droite aussi qui sont comme ça. Moi, je voyais à chaque fois Olavo discuter avec des personnes, je me dis, mais j'ai pas confiance dans ce gars-là avec qui Olavo est en train de parler. Et des années après, le gars a trahi, il parlait mal d'Olavo. Et moi, j'avais senti ça, j'avais vraiment vu ça, mais je voulais pas commettre un péché de le dire. Bon, c'était juste une intuition, je savais pas à l'époque, j'avais pas de preuves, et comment j'allais le dire, mais
Beaucoup de fois, j'ai vu ça arriver, hein, et, et la sincérité, des fois, on leur donne attention, mais la sincérité est zéro de cette personne et on juge une autre qui est sincère, alors que c'est un théâtre et c'en est pas aussi. Des fois, ça arrive aussi. Donc, je sais pas si c'est la société, peut-être c'est moi. Non, non, c'est la société. Je pense que c'est la société justement la société pousse le théâtre aussi, oui. Oui, moi je trouve ça avec facilité, je perçois cela avec facilité. Dans cette question d'utiliser l'imagination, les personnes pensent que quand tu vas écrire un dialogue, tu dis, telle personne a dit ça, maintenant je vais faire telle personne répondre ça, il va répliquer ça, lui il va affirmer ça, il va répliquer ça. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut être le premier lecteur de l'histoire. Donc vous laissez les personnages interagir dans votre tête et par exemple, je vois Rodrigo Geo, je respecte beaucoup. Réellement, il a raison lorsqu'il écrit. Si tu écris simplement par l'inspiration, c'est de la bêtise. C'est 90% d'effort, hein, et 5%, 10% seulement d'inspiration. C'est la vérité. L'inspiration, c'est comme l'idée de Benedetto Croce. C'est l'expression. L'art, c'est l'expression des impressions. Donc, il faut avoir l'inspiration de l'impression que tu as, qui t'amène à avoir une idée d'une histoire. Mais il y a tout un processus, hein, quand tu écris. Euh, Moi, je n'appelle pas ça l'inspiration, mais j'ai vu beaucoup de gens qui pensent que peut-être que pour moi c'est naturel, parce que je vais écrire une histoire, et l'histoire se passe dans ma tête, parce que j'ai l'habitude de raconter. Des fois, je me dis, non, arrête, tu vas dans un côté que j'aime pas, et donc je reviens, non, je vais simplement écrire des dialogues beaucoup plus rapides. Et j'arrive à écrire des dialogues de plus en plus rapides parce que je vois la façon dont ils pensent, je sens sur les sujets sur lesquels ils pourraient discuter, parce que j'arrive à les dessiner, à percevoir ces masques en fait. Euh, voilà, je ne sais pas si je suis en train de spéculer, mais quand j'étais en Équateur, les gens me disaient, ah, tu vas être un psychologue, tu vas faire une université de psychologie. C'est une des universités que je voulais jamais étudier, la psychologie. Pourtant, ok. Euh, Olavo de Carvalho, euh, il disait que il n'y a pas d'unité de connaissance. Il n'y a pas d'unité de connaissance si ce n'est pas dans l'unité de la conscience de soi en Dieu. Ça a à voir avec ce dont on parlait. Justement, on doit écouter, être sincère et écouter, hein, ça a un peu à voir aussi avec la phrase de Chesterton, hein, que j'ai citée plus tôt. euh, de voir le monde comme il est. Hein, c'est la phrase d'Olavo, elle est comme ça en fait. C'est l'unité de la connaissance dans l'unité de la conscience, et l'unité de la conscience oui, vice-versa, oui. C'est un point de contact de la conscience avec l'être. Hein. Ce que vous allez connaître, c'est une partie de l'être. Vous n'allez jamais connaître l'être absolu, c'est pas possible. Seulement le fou qui va tenter de mettre sa tête et être fou. Vous allez voir différentes facettes, hein, de l'être. Donc c'est l'unité de la conscience ouverte pour ces facettes, hein, des fragments de l'être. La réalité complète, c'est l'être complet, logiquement, mais vous n'arriverez jamais à voir la vérité complète. Vous n'êtes pas Dieu. Seulement Dieu, lui, l'omniscient, arrive à voir la vérité complète. Mais on peut avoir une unité, c'est ça le point que tu soulevais et que c'est important. On va apprendre à donner du sens à cela avec des narratifs pour arriver à construire une réflexion. Ça s'articule, et lorsqu'on raconte une histoire, c'est ça, donner du sens au dialogue. C'est ça. Ce dialogue também, et ce dialogue aussi, cette connexion spirituelle avec Dieu, c'est quelque chose de personnel. Mais maintenant, Olavo de Carvalho, il critiquait les universitaires. Il disait que ces universitaires, ils étaient seulement dans l'exigence bureaucratique, avec la vanité aussi très forte. Hein. On voit beaucoup de cette vanité dans les réseaux sociaux aujourd'hui, avec les influenceurs, un club restreint. Comment sortir de cette vanité, mettre un peu moins d'ego?
Parce que dans les réseaux sociaux, ils sont tellement dans le sensationnalisme. Oui, il faut faire un petit peu d'aïkido à ce moment-là, hein, utiliser, tu sais, il va te donner un coup et utiliser sa force. Au lieu de s'opposer, tu sais, tu vas justement le pousser dans la direction où vous voulez aller. S'il est très vaniteux, bah, tu vas lui donner un peu plus de cordes. Ça sert à rien si tu rentres contre lui. Il va se défendre avec sa vanité, donc il faut le laisser se casser tout seul, tu vois. C'est le maximum que tu peux faire, lui donner de la corde pour sa vanité. Vas-y, vas-y, continue à y aller dans cette direction pour voir ce qui va passer. Et puis, il n'y a pas d'autre. Et le peuple aussi, le peuple voit cela, c'est ce qu'il faut faire. Et il y a aussi autre chose qu'on voit beaucoup, c'est l'abstraction excessive, hein, le sophisme aussi, cette logique qui tourne en rond. Et ce raisonnement logique peut amener des fois même à une malhonnêteté intellectuelle, hein. C'est une logique qui est utilisée pour le mal, avec la malhonnêteté intellectuelle, hein, où l'individu se déconnecte même de la réalité. C'est un théâtre mental, c'est une réalité fictive, hein, qui fait que la personne, par exemple, a une action irresponsable d'une certaine façon. Et donc c'est pour ça que cette sincérité est très importante parce qu'elle permet de mettre au clair ce qu'on veut faire, c'est au niveau individuel, hein, pas tomber dans cette logique mécanique, oui, il faut pas tomber dans cette logique mécanique en utilisant des éléments déconnectés ou alors différents éléments qui sont éloignés des référents, hein, du monde réel. Par exemple, si vous utilisez trop du syllogisme, toute un sorte de folie, hein, de logique mécanique, ce qui sont importants, mais il faut les éléments connectés aux références du monde réel, sinon ça devient une abstraction folle, comme tu disais du poète Chesterton qui met le monde dans leur tête, hein, plutôt que de voir le monde comme il est. Mais les maîtres disaient que tu pointes le doigt, tu sais, et le gars il regarde le doigt au lieu de regarder ce que tu montres. Et cette sincérité, oui, oui, cette sincérité, c'est quelque chose qu'il est quasiment impossible de ne pas reproduire, en fait. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. C'est accessible, cette sincérité, cette recherche de sincérité. Olavo du Carvalho disait que dans ce cours de philosophie, il y a seulement besoin de la sincérité et de l'effort tranquille. C'est pas un effort difficile. Oui, c'est une question de bonne volonté, une question de bonne volonté, oui. Par exemple, il y avait certains étudiants qui avaient vraiment cette malhonnêteté intellectuelle, hein, qui ont voulu faire les cours d'Olavo. Ils disaient, ah, je vais faire un cours d'Olavo et ensuite je vais me la raconter. Ou alors je vais dénoncer, ouais, c'est une secte, c'est un gourou, tu vois. Oui, c'était de la mauvaise volonté, de la malhonnêteté intellectuelle. Ils comprenaient rien. Ils voulaient faire de la propagande malhonnête, du marketing négatif. Socrate, par exemple, il faisait un discours merveilleux, mais il a été condamné à mort. Bon, il y a un livre qui est vraiment qui me faisait marrer, où Socrate, il parlait avec, tu sais, son visage de poker face, tu sais, il disait des choses vraiment tellement rigolotes, mais avec un visage de poker face. Et c'est facile de le voir, tu vois, quand il va chercher les personnes qui apparemment savaient plus que lui, mais les personnes ne savaient rien en fait. Ça c'est très marrant de le lire comment elles ont été démasquées. Et Socrate, c'est une bonne stratégie d'ailleurs d'élimination des vanités, de la façon dont il faisait cette méthode socratique d'élimination des vanités, hein, de la façon dont il faisait. Cette méthode socratique sert à ça aussi. Cet ego, c'est le masque, hein, c'est sûr, oui, oui. Bon, on a discuté beaucoup, ça fait 1h40 à peu près ici. Je vais faire une dernière question, juste pour résumer un petit peu avant. On a vraiment parlé de différents sujets, hein, variés et profonds. On a parlé de l'introspection socratique, pour faire un résumé, hein, qui a à voir avec la confession de Saint-Augustin, cette authenticité, cette recherche pour l'unité de la connaissance dans l'unité de la conscience et vice-versa. Comment c'est dis-nous, moi je dis vice-versa. Oui, vice-versa, c'est plus facile de dire vice-versa. Et comment ça nous aide à avoir une vision du monde plus claire. Et Olavo, il m'a vacciné contre le scepticisme, contre le nihilisme, contre toutes ces dérives du monde moderne, hein. Et donc,
c'est un peu un hommage à Olavo du Carvalho, que Dieu le garde, hein. On a parlé de la transcendance. Peut-être qu'on puisse terminer sur une dernière question. Ce qu'il va rester, ce sont toutes les vidéos d'Olavo, hein, il y en a des centaines de vidéos, peut-être des milliers même, oui, des milliers plutôt. Quel était sa message? Je peux résumer cette introspection socratique, hein, cette authenticité de Saint-Augustin, cette recherche de sincérité en Dieu pour avoir une vision qui est propre à nous-mêmes et qui n'est pas un narratif créé par un autre ou une répétition de mots des autres, hein, une répétition d'un narratif des autres, pour justement comprendre et être guidé pour ne pas tomber dans ce scepticisme, pour ne pas tomber dans les dérives du monde moderne, questionner le narratif, c'est ça, la pensée d'Olavo. Oui, c'est ça, oui, oui. La philosophie, ce n'est pas un système philosophique pour Olavo, c'est ça. Ce ne sont pas des systèmes philosophiques où créer un système philosophique, une doctrine. Non, c'est une pratique de vie du jour le jour, d'avoir conscience des narratifs, d'être conscience, d'être attentif. Oui, oui, c'est ça. Il a expliqué avec sa méthode là. Bien sûr qu'Olavo, il avait des connaissances impressionnantes sur une culture, oui. Et il avait aussi, moi ce que j'aimais bien voir quand j'étais à l'université, c'est qu'il avait toujours un livre, à chaque moment je le voyais, il était arrêté, même en se baladant dans la rue, il avait un livre sous la main, dans ce sac à dos. Aujourd'hui c'est plus dur parce que moi je suis pas toujours avec un livre dans la main, des fois je me dis ah, j'aurais dû amener un livre, mais j'ai les e-books dans mon téléphone. Mais Olavo, il amenait, il lisait tout le temps, à Hilda aussi, elle avait toujours un livre chez elle. Comment assimiler la connaissance? C'est pas le fait d'être érudit qui est important, c'est pas le fait d'être érudit, c'est d'avoir la conscience libre. Tu l'as bien expliqué, la conscience libre, c'est dans le sens de Louis Lavelle, la présence de l'être, une conscience libre toujours qui choisit Dieu, éclairé, attentif pour ne pas tomber dans l'enfer, hein, dans nos instincts bas, hein, animaux. Bon, on court toujours ce risque, hein. Ce qui me fait le plus tomber, c'est la bureaucratie, moi. Je deviens fou, je deviens dingue. Il faut que tu habites à Bitcoin City, dans la ville du Bitcoin. Je sais même pas où c'est. Non, bon, je veux découvrir aussi. Ils l'ont pas construit encore. Je pense que c'est au Salvador. Je pense que c'est à Salvador qu'ils ont le projet de le construire là-bas, mais c'est en projet, c'est pas encore construit. Mais oui, tu as bien résumé, oui, l'héritage d'Olavo. Je me rappelle du livre de Rodrigo Gogel que euh, je j'ai pas encore tout lu. C'est difficile d'administrer le temps. Je commence des livres et en même temps j'en écris d'autres. J'ai pas eu le temps de le terminer, mais oui, c'est le style socratique pour revenir à ça, qui est le style aussi d'Olavo. C'est ça, voilà, c'est socratique. Alors, je vais faire une conclusion. Ouais, juste un petit point important. J'ai pas envie de parler trop sur Olavo parce que je suis en train de faire des transcriptions. Ou des fois, quand j'explique pour un ami escardiste ou un ex-ami, je dis quelque chose, il comprend autre chose, il prend un petit mot, tu sais, ils vont couper une partie du vidéo, ils vont en publier un autre, ils vont l'utiliser contre nous. Donc j'ai arrêté d'expliquer certains détails. C'est difficile de définir, c'est un philosophe, comme Mario Ferreira dos Santos, c'est un grand philosophe, point, voilà. Quelqu'un, tu peux discuter n'importe quoi, sur n'importe quel sujet, même si c'est pas, il va te dire, je ne sais pas, mais en pleine conscience, je peux chercher tel auteur. C'est ce qu'il faisait, hein. Moi, dans un des cours présentiels physiques, hein, que j'ai fait, hein, je crois que c'était en... Je me rappelle plus quelle année, mais voilà, et je posais une question et tout le monde s'est foutu de moi, mais il se foutait de moi lorsque j'ai posé cette question. Mais non, Olavo, lui, il s'est pas foutu de moi, il était sérieux et il a répondu de façon ouverte.
Il parlait du gouvernement mondial et je lui ai dit, oh, ok, s'il va y avoir un gouvernement mondial, imagine qu'il y a des extraterrestres qui viennent, ce serait pas bien d'avoir un gouvernement mondial pour parler avec les extraterrestres? Bien sûr, c'était une question rigolote, mais lui, il a pris au sérieux cette alternative. Ah, les gens rigolaient. Ah, quoi, l'extraterrestre? Mais non, Olavo, il a compris la question, il l'a analysé en termes logiques d'un gouvernement qui représente la planète devant l'extraterrestre. Bien sûr qu'on n'a pas de preuves s'il y a d'extraterrestres, tout ça, mais c'est intéressant au niveau d'une opposition artificielle, le planète va être détruite, il y a plein de sujets intéressants. Et des fois, il va y avoir presque des extraterrestres fake, je sais pas, créés avec intelligence artificielle ou projetés, tu sais, pour créer une réaction. C'est possible. Il n'a pas fui la question, il était conscient, il essaie d'analyser cela de façon rationnelle, tu sais, sans dire que j'étais un idiot, que c'était une... Non, vraiment répondre de façon humble. Il répondait à tous. Donc voilà, elle avait une bonne volonté. Et même des fois, quand la personne avait une malhonnêteté intellectuelle ou une mauvaise volonté, il répondait, même si des fois, il mettait des coups de pied aux fesses. Moi, je suis en train de regarder à nouveau True Speak, qui est son émission radio, et je voyais les questions que les gens faisaient. C'est vraiment intéressant. J'assiste à nouveau, il y a énormément de vidéos à regarder. Je vais faire une conclusion, et après, je vais te laisser faire une conclusion aussi. Et c'est ainsi, chers amis, que nous fermons cette odyssée philosophique avec Yuri Vira, où nous avons été dans les eaux turbulentes de l'absurde humain, guidés par la boussole socratique de l'introspection et par la lumière de Saint Augustin, la sincérité d'Olavo de Carvalho, qui nous rappelle qu'il n'y a pas d'unité de connaissance s'il n'y a pas une conscience de soi en Dieu. On a observé le nihilisme de Sartre, l'espérance de Dostoïevski, et Yuri nous a montré que narrar, c'est humain, véritablement humain, c'est un acte de résistance qui illumine l'âme et qui défie les cendres de l'aliénation, que nous puissions, comme Chesterton le suggère, mettre nos têtes dans le monde et laisser la réalité nous enseigner. Merci beaucoup Yuri, merci beaucoup de nous guider avec humour, sagesse et à la prochaine tragicomédie. Je te laisse aussi conclure rapidement. Merci à toi, merci. Alors, je citais Chesterton aussi, hein. Il a dit aussi que vous devez avoir l'esprit ouvert, mais pas tellement ouvert de laisser le cerveau tomber dans le sol. Si vous tolérez tout, là, votre cerveau va tomber sur le sol, mais merci beaucoup. Merci à toi, j'ai aimé beaucoup la discussion. On pourrait discuter aussi, par exemple, sur Michel Houellebecq, sur des auteurs français, bien sûr, avec grand plaisir. Tu as soulevé un point important, il y a un chapitre dans mon livre qui est Chronique des ombres de la modernité, qui est justement sur la dictature du relativisme. Justement, il y a une chronique où j'explique qu'aujourd'hui, dans ces ombres de la modernité, il y a cette dictature du relativisme où tout est inversé. Ils veulent imposer le fait de pouvoir relativiser sur tout. Et au final, on arrive au contraire, c'est-à-dire qu'on arrive à une dictature sous le prétexte de relativiser. Tu me fais penser à cet article. Et je le dis au public aussi, procurez-vous le livre que j'ai expliqué en introduction, Dr. João Pinto Grange. C'est une référence au livre de Yuri, je l'ai présenté en introduction. C'était un plaisir de te connaître, Yuri. J'ai aimé beaucoup. Si Dieu veut, on en fera d'autres. Hein. C'est peut-être un peu plus court, de façon aussi plus légère sur d'autres sujets. J'ai été profond dans les premières questions. Non, tranquille, c'était très bien. Merci beaucoup, Yuri. À la prochaine. Ciao, ciao.